Ok, merci beaucoup d'être tous là, d'être venus. Bienvenue pour cette première table ronde qui s'insère dans un grand cycle et qui en fait s'introduit juste après la première conférence introductive sur laquelle on va commencer à s'intéresser à qu'est-ce que c'était la ville néolibérale. Et aujourd'hui, en fait, on va commencer à questionner nos modes de vie qui sont pour la plupart urbains, en tout cas dans notre monde occidental. Et on va se poser pas mal de questions du style est-ce que c'est réellement écologique de vivre en ville? Est-ce qu'on n'est pas juste à contre-courant par rapport à la pensée écologique? Est-ce qu'on n'est pas aussi à contre-courant par rapport à tous les écosystèmes qui nous entourent? Est-ce qu'on ne va pas juste droit dans le mur? Et en fait, toutes ces thématiques ne sont pas du tout abordées à l'école. Et il y a même des professeurs ici qui prônent un peu cette idée de vivre en ville. Et ça nous semblait hyper important d'aborder ça dans l'école, dans nos murs, pour en fait s'approprier ces questions-là et avoir un peu une connaissance critique par rapport à ça, collective. Et pour ce faire, en fait, aujourd'hui, on accueille 3 intervenants. À ma gauche, Claire et Sébastien, qui sont urbanistes et pompiers. Vous êtes 2 habitants du Vexin, donc c'est dans le nord-ouest de l'Île-de-France. Vous utilisez tout votre temps libre pour être à l'initiative de différents projets qui sont centrés en fait sur le bien manger et l'autosuffisance. Il y en a 3 que je peux citer: la ferme du Mouton Noir dans laquelle vous vivez actuellement, le potager d'Ancourt et au pied du mur, pardon. Et la ferme du Mouton Noir, par exemple, ça comporte 10 000 m² avec un potager, des arbres fruitiers, des animaux, un petit bois, des abeilles. Et en fait, votre message, c'est de démontrer que c'est possible en fait de vivre en autosuffisance alimentaire. Et vous espérez en fait des prises de conscience par le simple fait d'agir. À ma droite, Guillaume Faburel, vous êtes professeur, tu es professeur en géographie, urbanisme et sciences politiques à l'université de Lyon 2, et tu es l'auteur de différents ouvrages qu'on a ici, donc on pourra les faire passer si vous voulez. De La métropole barbare qui a été publié en 2019, le manifeste pour une société écologique post-urbaine publié en 2020, et plus récemment un des sciences urbaines publié en 2023. Donc voilà, ça c'est le cadre de la conférence. Ça va durer 2 heures. On va devoir vraiment quitter les lieux à 20h, donc on vous demandera de 5 minutes avant de partir. Et comment ça va s'organiser? Donc on l'a prévu en 4 temps. La première partie, ça serait une présentation des intervenants de leur parcours, en fait, comment ils en sont arrivés là. Et ensuite, on va commencer à s'intéresser à comprendre ce que c'est le phénomène de métropolisation et les conséquences de la métropolisation. Et enfin, on va un peu s'intéresser sur les alternatives et comment l'architecte là-dedans il peut s'emparer de tout ça et qu'est-ce qu'il peut faire dans ce monde-là et dans le monde qui nous attend, qui va être de plus en plus urbain. En tout cas, c'est ce qu'il nous est dit. Et à chaque fois, à chaque temps, en fait, on va essayer d'avoir des questions, pas pour essayer de rompre un peu avec cette idée de c'est que nous qui parlons et vous qui écoutez. C'est vraiment un temps, en fait, on va discuter. Mais avant ça, moi j'ai quelques questions pour vous déjà, pour savoir pourquoi vous êtes venus ici, qu'est-ce que vous attendez, est-ce que vous avez des questions sur lesquelles vous aimeriez qu'on y réponde. Voilà, si vous êtes là, c'est que vous avez forcément des interrogations, il ne faut pas hésiter à nous dire. Et juste un truc, c'est qu'on aimerait bien que, quand vous avez bien capté, ici on n'est pas du tout à la Cité de l'Architecture ou Pavillon National ou quoi que ce soit. C'est pas du tout un cours, c'est vraiment un échange, c'est comme ça qu'on est tous là. Nous, sur le fait, c'est qu'on a du temps cette année et qu'on propose de discuter tous ensemble. Et donc, pour un peu rompre avec cette hiérarchie, on va essayer de tous se tutoyer, comme ça on va juste rompre avec cette hiérarchie. Donc, si vous avez des questions, si vous avez un peu des trucs sur lesquels vous aimeriez qu'on aborde, n'hésitez pas à le dire à voix haute, quoi. Donc, vous n'êtes pas du tout intéressé, vous êtes venus ici parce que je vous ai dit que je veux dire. Non, mais en vrai, n'hésitez pas. Oui, on va les désigner. On se bat à venir dans un second temps. Pour commencer, petite présentation générale de vous, Guillaume et Sébastien. Claire et Sébastien, on va commencer par vous. Est-ce que vous pouvez nous expliquer votre parcours, comment vous en êtes arrivé là, comment vous avez commencé à interroger votre votre manière de vous alimenter, et aussi votre mode de vie qui sont enseignés sur vous, s'il vous plaît. Comment je m'appelle Claire Châteauzel, j'ai 42 ans, je suis une enfant des années 80, donc société de consommation en plein dedans. Ma mère allait au marché avant, et après elle a découvert Mammouth, donc ça n'existe plus, mais c'est comme Carrefour ou Leclerc. Et je suis née à Pontoise, donc pareil, une grande banlieue, j'ai habité à Beauchamp, pareil,
dans un quartier dortoir, 30 km de Paris. J'ai fait des études en géographie, donc je suis partie après voir un petit peu si l'herbe était plus verte ailleurs, donc à Chambéry, à Lille, et je suis revenue en région parisienne pour le travail. Voilà, ça c'est à peu près mon petit parcours. Aujourd'hui, je suis urbaniste, je travaille dans la planification urbaine, donc je fais des plans locaux d'urbanisme, à grande échelle, des PLI intercommunaux, et je travaille sur tout ce qui est trame verte et bleue, les observatoires habitat foncier, tous les chiffres pour essayer de trouver des solutions et en tout cas proposer des solutions aux élus. D'accord, moi je suis du côté, pour mon travail, côté politique, et puis après chez moi je suis fermière. Donc avec Sébastien, on a monté plusieurs projets, dont la ferme du Mouton Noir, donc je vous invite à aller voir sur Facebook, ça ira plus vite que de vous présenter tous les projets. Après ma sensibilité au niveau de l'environnement, elle est venue plutôt petite, assez naturellement, à me dire que j'avais un impact sur la fourmi qui passe et que je peux écraser, ou un arbre qui tombe, etc. Quand on grave des choses comme ça. Donc j'ai un petit peu avancé comme ça gentiment, des études en géographie et après un DESS, donc là c'est le Master 2 maintenant, en environnement, gestion et protection de l'environnement. Voilà. Je vais laisser parler pour ta vie. Oui, moi je suis Sébastien Arco, pompier. Et puis bon, globalement j'ai vécu un peu comme tout le monde, sauf que moi je me suis arrêté au bac, j'ai eu le courage d'aller après. J'ai fait l'armée, parce que c'était la dernière année où il fallait aller à l'armée. Je suis rentré pompier, depuis je le suis toujours. Et comme j'ai pas mal de temps libre, un jour il y a eu le déclic et je me suis dit qu'il fallait avoir des projets orientés vers tout ce qui était l'environnement et essayer de rompre un peu avec notre dépendance. Entre guillemets, je me suis dit c'est pas normal que ma carte bleue me fasse vivre. On travaille. Donc on génère des choses, mais en fait ça se retrouve sur notre compte en banque. Et si en fait on n'a pas de carte bleue, on est voué à l'échec. Donc c'est dommage parce que, comme je dis, moi je me suis arrêté au bac, j'ai pas réussi à faire des études complémentaires à cela, mais en fait j'ai bien compris que si je perdais ma carte bleue, c'est compliqué. Dès lors, en fait, j'ai commencé à monter le premier projet du potager d'un cours, mais en fait qui n'était pas vraiment tourné sur moi-même, qui était très ouvert aux autres. Parce que c'était vraiment quelque chose qui me touchait moi, mais surtout je voulais faire comprendre aux autres qu'on était très vulnérables. Du coup, voilà, en gros, c'est des zones de maraîchage sur, on va dire, 2000 m² où il y a à peu près 13 familles qui ont chacun leur terrain. C'est un peu ce qu'on appellerait des jardins ouvriers ou des simples familiaux. Et du coup, voilà, j'ai lancé ce projet-là. Et en fait, quand on s'est rencontré avec Claire, c'était au début de ce projet-là. Et on s'est dit, on va vivre comme ça. Donc en fait, on s'est cherché un petit peu comme la petite maison dans la prairie. On a trouvé une ferme dans le Vexin, dans le Val d'Oise, donc tout à l'ouest, à la limite d'ailleurs des Yvelines, de l'Eure et même de l'Oise. Et c'est comme ça qu'on s'est dit, on va faire pour nous ce coup-ci, pour essayer de manger notre production, essayer d'être un petit peu moins dépendant. Et le troisième projet, donc ces trois projets sont en cours, comme tu disais tout à l'heure Tristan, au pied du mur. Donc là, à chaque fois, les noms veulent dire quelque chose. Donc, le potager d'un cours, c'était le potager d'un cours. La ferme du Mouton Noir, c'est vraiment le petit canard noir dans la meute, quoi, celui qui est un petit peu à contre-courant, mais qui est dans le courant et qui se pose des questions et qui ne file pas dans le courant, quoi. Voilà. Et puis le troisième projet, donc au pied du mur, encore une fois, il porte bien son nom, c'est qu'on est un peu au pied du mur et qu'est-ce qu'il faut faire. Voilà. Donc ça, c'est un espace de 17 000 m². Voilà, où on y plante des arbres qu'on fait parrainer. Donc si les gens parmi vous veulent parrainer un arbre, vous êtes les bienvenus. Donc on en a planté aujourd'hui 62 et il y en a 59 de parrainés. On fait pareil pour des moutons, parce que les arbres fruitiers c'est bien, mais les moutons en dessous c'est mieux. On optimise le rendement entre les mètres carrés qu'on a. On y met des ruches, on y met des arbustes fruitiers. Et puis tout ça, les gens peuvent se promener. C'est assez ouvert, respecter les lieux. Voilà à peu près la présentation de ce qu'on fait. Juste pour compléter sur le potager d'un-cours, donc ça c'est notre premier projet, donc vous avez compris c'est le jardin partagé. Par contre, on n'a pas ce système de petites délimitations, chacun son espace, etc. On est plus dans la mutualisation des moyens, des connaissances, des relations entre nous. C'est pas les petits jardins fermés où chacun a son petit siège et attend, il regarde ses carottes pousser. Là, on est plus dans de l'actif et dans la mutualisation de moyens.
c'est important. Enfin, Voilà, on fait des choses, on a tout tourné sur ces concepts. voilà, on fait des choses assez collectives. Comme je disais. Du coup, donc, Guillaume Savurin, moi j'ai 52 ans. J'habite en Bretagne et j'enseigne à Lyon, dans une cohérence toute personnelle. Le but du jeu, c'est que je ne finisse pas ma vie à l'université, donc ça fait 25 ans que j'enseigne, que je fais de l'enseignement et de la recherche. Je suis né à Paris, j'ai vécu 40 ans, dans 35 ans à Paris. Et puis après, pour diverses raisons, j'ai à peu près habité toutes les strates territoriales qui peuvent exister. Donc une métropole de région, une petite ville de province. Je suis un peu apatride, hein, je me balade beaucoup. Ça fait maintenant 5 ans que je suis en Bretagne, que j'ai bien l'intention de finir ma vie. Et en fait, mes objets de recherche ont suivi mes pérégrinations territoriales, puisque j'ai beaucoup travaillé. Alors moi je viens de l'environnement, donc géographe de formation et politiste, j'ai travaillé sur les conflits d'aménagement pour causes environnementales. Des choses qu'on a découvertes depuis, mais qui existaient déjà à l'époque. Hein. Une ligne à haute tension qui n'a pas grande utilité, un aéroport qui est à peu près inutile et totalement imposé, enfin des choses comme ça, sur lesquelles j'ai travaillé. J'ai fait mon doctorat là-dessus. J'ai fait un nombre incalculable d'enquêtes auprès d'habitants, on en parlait tout à l'heure, pour une recherche qu'on est censé mener, pour s'apercevoir que la parole habitante n'était pas entendue. Je suis lent, hein, d'accord. Je pense que ne convaincre personne en disant cette chose-là, hein, mais que la concertation, que la participation, que la démocratie participative, c'est une vaste démocratie d'élevage. Et du coup, on a petit à petit aperçu que, grosso modo, la recherche qui nous était commanditée, hein, finissait dans un placard, ne servait à peu près à rien. Ce qui pose quand même des questions sur l'utilité de son métier. Et depuis maintenant 5 à 10 ans, je suis dans une perspective un peu plus critique, un peu plus radicale, et plutôt du fait métropolitain. Et l'idée défendue, c'est celle que je m'applique en termes de trajectoire, c'est qu'il va falloir quitter les villes. On ne peut plus faire autrement. En tout cas, la masse urbaine n'est pas de bons conseils pour l'écologie. Voilà. Voilà qui est dit. Maintenant, on va s'intéresser à ce que c'est en fait la métropolisation et ce que tu entends par ce phénomène. Juste un petit rappel, peut-être qu'il va mettre un peu d'épaisseur à ce qu'on va dire. Un petit rappel historique qui a été fait par Paul Béroche, si je ne me trompe pas, c'est ça comme ça on dit. Béroche. Et qui a travaillé sur l'histoire urbaine sur les 5 derniers millénaires. Et lui, il détaille en 4 étapes ce qui s'est passé. La première étape, c'est ce qu'il appelle la révolution néolithique, qui s'est passée en fait avec l'apparition de l'agriculture en moins 1850 avant Jésus-Christ. C'était des villages qui étaient autour entre 200 et 400 habitants. Après, il y a eu la deuxième révolution qui s'appelle la révolution urbaine et qui est apparue à moins 300 avant Jésus-Christ jusqu'à 1700 de notre ère, ce qui fait vraiment un gros gap. Et en fait, à ce moment-là, on vivait autour dans des villes qui étaient plus importantes, autour de 20 000 à 30 000 habitants. Ensuite, il y a eu la révolution industrielle, comme vous avez appris. Et c'est à ce moment-là qu'on passe le premier milliard. Donc il a fallu beaucoup de temps pour passer le premier milliard. Et c'est la première fois aussi, enfin, une des premières fois, parce que Rome dans l'histoire est un fait particulier, mais c'est une des premières fois que les villes, en tout cas les villes occidentales, apparaissent avec 1 million à 5 millions d'habitants, et à Londres, c'est ce moment-là où Londres a 5 millions d'habitants. Et la dernière étape, c'est celle que l'on connaît aujourd'hui, qui depuis 1950 ne fait que croître. On est passé de 2,5 milliards à 8 milliards, tout ne fait qu'augmenter, l'urbanisation ne fait qu'augmenter, l'artificialisation du sol aussi. On a l'impression que toute l'histoire va en fait dans cette idée de croître. Par exemple, New Delhi est passé de 1,5 million d'habitants à 13 millions en l'espace de 70 ans. Enfin, c'est des trucs un peu fous. Et donc l'idée, c'est de se dire, ok, mais dans quoi on est? Qu'est-ce que c'est une métropole? Qu'est-ce que c'est une agglomération? Qu'est-ce que c'est une ville? Qu'est-ce que c'est une grande ville? Enfin, c'est tout ça en fait. Et on va discuter de ça et on va approfondir cette thématique. Je commence par toi, Guillaume. Dans ton livre Les métropoles barbares, tu nous dis le 19e siècle fut celui des empires, le 20e siècle celui des États-nations, et le 21e siècle sera sûrement celui des grandes villes. On sait qu'à l'aube du 21e siècle, il y a un nouveau paradigme qui apparaît et qu'on a bien discuté avec Gilles Pinson, c'est le néolibéralisme. D'ailleurs, cette citation, tu la prends un peu de Gilles Pinson. Quel lien, selon toi, on peut faire entre le néolibéralisme et la fabrique des grandes villes? Gilles Pinson et moi l'apprenons du maire de Denver, qui en 2007 a dit ce bon mot que le 19e était celui des empires, le 20e des États, le 21e des grandes villes. Donc c'est un capitaine d'industrie, c'est un maire de Vendée qui dit ça. Il y a une prophétie autoréalisatrice. Du coup, qu'est-ce qu'on entend par métropolisation? C'est
aller se balader dehors, puis on va faire un petit constat à la fois paysager, esthétique, les exercices corporels, la manière dont les comportements sont amenés à se développer, les types de dépendance, l'artificialisation. Alors du coup, il y a des définitions qui sont moins anthropologiques, qui seraient plutôt plus structurelles. La métropolisation, c'est le visage urbain d'un temps particulier du capitalisme qui s'appelle le temps néolibéral. Et ce temps néolibéral a pour particularité de faire évoluer beaucoup les activités économiques et le rapport aux politiques. Alors c'est là où peut-être que Béroche et d'autres peuvent aider justement à remettre en histoire, c'est que de tout temps, les villes ont bien eu deux dimensions étroitement imbriquées, mais de nature différente selon les temps. L'économique pour la subsistance, le politique, parce que plus on est réunis au même endroit, plus il faut des institutions et une administration pour gouverner les corps et globalement nous faire cohabiter de manière plus ou moins pacifique. Au temps néolibéral, ce duo-là, économique et politique, prend la forme pour l'économie d'une tertiarisation généralisée, une mutation des activités. On y reviendra après avec quelques effets en cascade, notamment des évictions, une sélection sociale, on n'est pas tous éligibles au mode de vie métropolitain, mais néanmoins, dématérialisation, tertiarisation, on est parti dans la série des termes en lion à 4 syllabes, oui, mais là-dedans ça marche, il n'y a pas de problème. Pour l'économique, du coup, c'est certains types de métiers. L'INSEE a un indicateur d'emploi métropolitain. La création, l'innovation, la culture, le tourisme, les loisirs, les architectes et quelques autres font partie des emplois métropolitains. Donc, ça, c'est contre-réforme néolibérale, fin des années 60, début des 70, avec expérimentation, l'école hayékienne, sud-américaine, les expérimentations Reagan et Thatcher, un démantèlement généralisé, et du coup, le deuxième paramètre, il est politique. Parce qu'économiquement, il s'agirait de faire évoluer la base, la structure de nos économies. Bien évidemment, juste une parenthèse, les villes dites mondes, c'est ça le modèle, et les métropoles, les 160 qui peuplent à peu près l'entièreté du globe, sont moins industrielles qu'elles ne l'étaient, parce que c'était le temps précédent la ville industrielle, mais c'est parce qu'on a délocalisé l'industrie dans les suds. Voilà. Le monde n'est pas moins industriel qu'il ne l'est aujourd'hui. L'impression que l'on a depuis les villes-mondes converties en métropole, c'est qu'il y a moins d'industrie. C'est-à-dire que juste l'industrie a été relocalisée et que tout ce qu'on consomme vient maintenant de milliers et de milliers de kilomètres. Je referme la parenthèse. Ne pas croire que ce soit un changement du tout au tout. Hein. C'est une évolution, comme toute ère du capital, il y a une phase de transition, et là, aujourd'hui, on est clairement entré dans la tertiarisation. Et politiquement, la métropole, c'est aussi l'ère néolibérale, donc de conviction personnelle. Je suis clairement de la fibre anarcho-libertaire. Pour moi, l'État, mais dans une lecture marxienne que je revendique, est capitaliste. L'État soutient l'évolution structurelle de l'économie, et donc l'État est, entre guillemets, réduit dans sa composante à l'ère néolibérale au profit d'autres politiques, au profit d'autres pouvoirs. Et quel est le pouvoir métropolitain? Ce sont d'autres institutions, mais qui sont tout à fait converties au temps entrepreneurial. Les partenariats publics-privés, la logique de firme, le Grand Paris, 40 milliards en 30 ans, c'est pour faire venir de la multinationale, créer de l'emploi et continuer à grossir. Voilà un exemple concret d'une mutation du politique. C'est pas le général de Gaulle qui, avec ses métropoles d'équilibre ou ses villes nouvelles, on a changé d'air, en temps et en espace. Donc du coup, la métropolisation, c'est une mutation du capital qui trouve des relais politiques, et c'est ainsi qu'on va actualiser. Et ben, la France, mais comme d'autres pays dans la même séquence, les 10 dernières années, a élaboré, échafaudé une réforme territoriale. Nous, en France, c'était la loi MAPTAM de 2014, pour créer des labels métropolitains. Aujourd'hui, vous avez 22 villes qui, en France, ont un label métropolitain. En 2014, il y en avait 14, ils en ont rajouté 8 en 2017. Toutes, bien évidemment, là-dedans, il y a Saint-Étienne, il y a Brest. Là-dedans, ne pèse pas dans le concert des nations qui comptent en matière de métropole. On ne va pas comparer Shanghai à Brest. J'ai grand respect pour Brest, il ne faut pas les toucher. Mais néanmoins, on ne joue pas dans la même division. Ça veut donc dire que chaque pays va labelliser ce qui lui semble être des locomotives territoriales. Et les métropoles servent en fait par une fameuse théorie qui est totalement invalidée économiquement, qui s'appelle la théorie du ruissellement. La métropolisation, c'est pour donner les galons à des têtes de gondole que seraient des métropoles, et qui vont du coup embarquer des territoires entiers dans une mutation de leur économie, et ce faisant avec d'autres institutions que l'on considère dorénavant comme métropolitaines. Métropolisation, c'est donc économiquement et politiquement le visage, ou en tout cas la description qu'on pourrait en faire. Et je terminerai juste peut-être sur 2 éléments, mais tu m'arrêtes, hein, parce que... Voilà. Du coup, géographiquement, ça donne quoi?
Si Denver, le maire en l'occurrence, a eu ce bon mot en 2007, 19e empire, 20e État, 21e ville, c'est parce que il insiste sur le fait que pour compter dorénavant dans ce régime du capital qui a la rente immobilière et l'accumulation, non pas par des facteurs de production, mais par la tertiarisation, il faut que les villes soient dotées d'une capacité d'action. Et du coup, capacité d'action, en l'occurrence, ça veut dire recevoir des subsides, faire venir de l'argent, d'où l'attractivité, hein, c'est le terme que tout dorénavant métropolitain qui se conçoit a au bord des lèvres. Attirer, attirer, attirer. Attirer pour quoi faire? Eh bien pour faire évoluer les paysages, pour faire évoluer les activités. Ben, finalement, pour spatialiser ce réencastrement d'une activité économique tertiarisée. Et c'est ainsi que, géographiquement, vous avez une mutation qui est opérée et qui est une forme d'homogénéisation de tous les paysages métropolitains sur l'entièreté du globe. Les mêmes enseignes commerciales, les mêmes pavages au sol, les mêmes noues paysagères, les mêmes ce que vous voulez. On retrouve de tout à peu près partout pour être à peu près nulle part. Et ça renvoie à des processus. Des processus qui sont des processus de patrimonialisation, des cœurs urbains. Il faut que la pierre ait un rendement. C'est Airbnb si vous le souhaitez. De touristification, il faut faire venir de très très loin, d'où l'attractivité dont on parle. Des processus aussi de bucolisation. On va créer quelques petits écoquartiers de ci, de là, on va planter 2-3 arbres pour faire écolo, mais énergétiquement, écologiquement, ça ne changera rien, hein, soyons clairs. On y reviendra très certainement en effet, voilà, sur la question écologique. Donc patrimonialisation, touristification, festivalisation. Il est de bon ton qu'une métropole ait 2 ou 3 flagships, donc sa valeur, sa marque, et donc qu'elle fasse festival, qu'elle fasse événement. Vous avez les Lumières à Lyon, vous avez plein d'autres choses, à Nantes, à Rennes ou ailleurs. Chaque métropole va développer son propre événementiel. Bref, il y a tout un tas de processus dynamiques qui se mettent en mouvement et qui vont en fait faire évoluer les paysages. Les paysages, dorénavant, sont beaucoup moins industrieux et beaucoup plus transparents, beaucoup plus translucides, beaucoup plus aérés, végétalisés, bucolisés, folklorisés. C'est en fait la société du spectacle que Debord avait déjà commencé à décrire dans les années 70 et 80, on est en plein dedans. Et du coup, géographiquement, je terminerai sur ce point, donc il y a plein de processus qui vont accompagner ou qui vont être mis en branle par les différentes institutions métropolitaines, toujours à des fins économiques, hein, soyons clairs, et faire venir des talents, avec des classes créatives. Sociologiquement, il y a des effets, on y reviendra. Géographiquement, le visage que ça donne, du coup, c'est que toute métropole a besoin de se densifier dans son intérieur pour faire venir, mais comme la rareté étant le sol, on ne peut pas tous, à moins de nous empiler les uns sur les autres, continuer à vivre, on n'a pas tous les mêmes revenus, les mêmes capitaux sociaux, culturels, économiques. Du coup, le périurbain est né du temps métropolitain. L'étalement urbain va géographiquement incarner aussi partout à travers le monde cette forme de gentrification interne, et qui, par arti du sol, va repousser ceux qui n'en ont pas les moyens, mais dont l'emploi, lui, est dépendant du lieu métropolitain. Et donc, on a 3 visages géographiques. 1, la densité et la concentration. 2, l'étalement, la périurbanisation, plus ou moins suivi. Et le 3e visage, c'est que la métropole, pour continuer à tous nous faire croire à l'hydre et au modèle métropolitain, il faut concentrer les emplois, exclure, mais par l'habitation et pas par l'emploi, ceux qui nourrissent la machine en se levant à 5 h du matin, mais qui habitent de plus en plus loin, c'est l'étalement. Et 3, il faut surtout faire venir de partout, de telle manière à continuer à consommer. Parce que j'ai oublié le mot le plus important, c'est qu'au stade néolibéral, la métropole est une machine à consommer. C'est le fétiche de la marchandise, et donc du coup, on fait venir de 5000 km, 6000, 10 000, de telle manière à pouvoir manger, se loger, se chauffer. Et c'est ainsi que la croissance urbaine devient, par attractivité, le vecteur ou le visage premier du temps néolibéral de l'épopée des villes. Et donc, si je comprends bien, pour faire toujours le lien avec la conférence qu'on a eue il y a 2 semaines, si à partir du moment où la ville est devenue néolibérale, elle allait forcément s'étaler pour rentrer dans la concurrence mondiale. Oui. Il faut absolument... après, on peut se poser la question de la taille des métropoles. Chaque pays a arbitré selon des tailles. Pour la France, le label métropolitain, ceux qui ont les galons, les 22 villes, c'est globalement 650 000 habitants et un bassin d'emploi de 400 000. Voilà. Mais je rappelle, Saint-Étienne et Brest font partie de la danse. Hein. Donc si vous trouvez 400 000 emplois à Brest, vous m'appelez. Donc il y a bien quelque chose là. Il y a eu aussi des gesticulations politiques et des arbitrages des coins de table qui ont été réalisés. Mais effectivement, pour peser et devenir une métropole, il faut grossir, grandir et ériger. Il faut bâtir et couler du béton. C'est le seul moyen d'exister. Une métropole à 30 000 habitants, ça n'existe pas.
Et c'est quoi le lien avec les... Est-ce qu'il y a aussi cette idée de l'État d'enlever les 22 régions pour en créer 13? Exactement. C'est le même processus. Même processus. Complètement. Concurrence Processus. internationale. Concurrence internationale, il fallait que la région Occitanie, dont le découpage défie l'entendement de n'importe quel géographe, soyons clairs, vienne rivaliser avec la Catalogne ou avec la Rhénanie. Voilà, donc il fallait, c'est la compétition territoriale qui fait qu'on a des méga régions, on est passé de 21 000 à 13. Mais c'est la concurrence territoriale qui fait qu'on est passé de 36 600 communes à 32 000. On fusionne les communes. Voilà, que les intercos sont dorénavant XXL. Initialement 15 000 habitants, dorénavant 25 000 habitants. C'est une course à la grosseur. Voilà, avec un état d'ébriété généralisé. Comme par exemple les universités qui grossissent. Exactement. Et les écoles d'archi qui sont amenées, parce que j'ai compris aussi, à se rapprocher. Voilà. Il est de mon tour d'être un peu gros, c'est plus compliqué de se déplacer, mais néanmoins d'être un peu gros pour pouvoir exister. Pour les questions, on essaye juste de terminer ce petit truc, et après on enchaîne avec vous, si ça vous va. Si c'est bon, sinon vous posez la question tout de suite si c'est une objection. En fait, moi, c'est en rapport avec ce que disait monsieur aussi. Moi, j'ai pas compris pourquoi vous avez dit que la théorie du ruissellement n'était pas valide. Elle est pas valide parce que elle ne répond pas à des lois mécaniques qui ont prévalu à sa théorisation, en fait. Grosso modo, vous mettez 1 euro à un endroit, vous avez des emplois directs, indirects et induits. Ça n'a jamais été véritablement démontré. En fait, c'est imprévisible, cette chose. Il y a des endroits où on a investi des sommes considérables, on parlait de l'ère gaulienne, avec les métropoles d'équilibre. Il y a un fric considérable dans les années 50-60 qui a été mis, ça n'a pas véritablement aidé à une meilleure attractivité, ça n'a pas enrichi par l'accumulation les lieux qui ont été investis. Donc la théorie du ruissellement, il y a bien des effets, mais ils ne sont pas, un, automatiques, donc mécaniques, et deux, totalement imprévisibles, et surtout, soyons clairs, ils sont totalement surestimés par ceux qui affectent l'argent ou qui octroient les budgets pour convaincre du fait de polariser à cet endroit-là toute la masse financière que l'on est censé investir. Ça va? C'est plus clair comme ça? Et pour enchaîner sur ce que tu disais, moi je te conseille vraiment de regarder les 3 cycles de documentaires qu'il y a sur Arte qui s'appellent Le capitalisme américain. Et ça parle justement de ça, de ce théorie du ruissellement en fait, qui n'a jamais eu lieu. Ça va être juste. Ouais, si tu voulais dire. Moi, je voulais juste dire qu'au départ, les villes, c'est quand même une idée de mutualiser certains moyens et certains outils. Donc peut-être qu'aujourd'hui, il y a eu un débordement de ça, mais de se rassembler dans des mêmes lieux, c'est aussi pour mutualiser certaines choses. Alors, la chose, c'est que c'est pour ça que Béroc est intéressant, mais Munford ou même James Scott, qui est anthropologue, qui travaille sur la naissance de l'État et l'avènement du fait urbain dans la civilisation. Ça fait monter loin, et on va faire court, je ne prends pas Béroc, mais montre bien que, en fait, l'épopée des villes, mais on ne parlait pas de villes, c'était un stade proto-urbain, renvoie à la Mésopotamie antique, donc à près de 8000 ans. Il a fallu qu'on se sédentarise, c'est la révolution néolithique. Et c'est ça, en fait, qui a conduit à la nécessité de nous réunir. Par la sédentarité, on a pu commencer à échanger et faire commerce. Si, à mon avis, en retenant ces auteurs-là, au croisement, on trouve quand même un terme qui serait pour eux commun à l'origine de l'épopée urbaine, qui remonterait à 8000 ans selon James Scott, c'est la question de l'échange du commerce. Voilà. Et du coup, la mutualisation vient avec. Mais la mutualisation n'est pas une valeur cardinale ou spontanée du fait urbain. C'est d'abord la nécessité par la sédentarité de créer de la valeur ajoutée, de créer du marché, du commerce, de l'échange. Et c'est ça que l'on retrouve quasiment à tous les stades, y compris au stade industriel que l'on a connu et qu'on connaît encore aujourd'hui. La mutualisation, c'est la manière dont les humains vont s'adapter au fait d'être réunis de telle manière à pouvoir faire fructifier leur proximité. Enfin, c'est plutôt un effet collatéral qu'un facteur d'entrée ou une conscience qui expliquerait le fait urbain dans son temps géohistorique. Juste pour répondre à ta question, et je pense que tu as raison aussi, donc je suis d'accord avec ce que dit M. Cabrel, mais j'ai toujours travaillé en syndicat intercommunal, en regroupement de communes, donc soit en communauté de communes, aujourd'hui en communauté urbaine, la plus grande de France en l'occurrence, et c'est vrai que nous, le maître mot, c'est l'économie d'échelle. Parce que, effectivement, quand on va faire la ligne du RER-E, on sera bien content que ça dessert plusieurs villes. Quand on va changer des côtelets dans une petite ville rurale de l'Interco, on est content d'avoir eu le marché du prix de Mantes-la-Jolie, etc.
Donc c'est vrai que économie d'échelle, ça c'est un terme qui est important quand on pense aussi au regroupement des humains sur des agglomérations et sur des concentrations urbaines, parce que c'est quand même le leitmotiv principal aujourd'hui, en tout cas pour nos élus, et ça a été un des leitmotifs des regroupements aussi. Donc, là-dessus, tu as raison. Ouais, du coup, par rapport à ce monde métropole, ouais, on reviendra à la question. Vous habitez du coup dans cette grande île de France. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi là? Est-ce que c'est en lien avec tout ça? Est-ce que justement c'est contre ça? Non, alors nous, on est habitants de la banlieue quand on était tout petit, et de par la famille, on est resté en fait dans la région. C'était pas un choix politique ou un choix subi entre guillemets. Nous, ce qu'on voulait, c'était vivre pas trop loin de notre famille et de pouvoir travailler sur des thèmes d'éco-consommation. Donc non, moi, c'est pas l'attrait de Paris qui m'a fait vivre aussi en fait. Au contraire, je pourrais pas dire au contraire parce qu'on est dans le système. On utilise aussi Paris pour aller travailler, on utilise Paris parce qu'on vient en RER, etc. Et sans Paris, on n'aurait pas tous ces services-là non plus. Donc c'est pas forcément du au contraire, c'est du coup à côté, quoi. Alors malgré tout, Claire elle prend jamais le RER et Claire ne va jamais travailler à Paris. C'est vrai. C'est pour ça que les généralités qu'on fait, j'aime bien me les approprier, non pas que je parle de mon nombril en permanence, mais c'est que faire des généralités sur ce qu'on dit, moi j'aime bien, je suis assez terre à terre. C'est pour ça que je suis assez chiant et on ne rigole pas avec moi. C'est dommage, mais la réalité c'est le terrain. Clairement, j'habite dans le Vexin parce que je suis pompier dans le Val d'Oise, j'ai pas le choix d'habiter dans le Val d'Oise. Mais par contre, je ne suis pas allé du côté de Beson, Aubonne, Argenteuil, Cergy. Je me suis dit, où est-ce que je peux aller au vert? Parce que moi, franchement, quand j'ai pris ma bagnole pour venir ici, Claire, elle était inquiète. C'est comment je suis, et il ne faut pas trop me faire chier sur la route. Donc j'ai une certaine incompatibilité avec trop de gens au mètre carré. Franchement, quand je viens à Paris, ou même quand je viens à Cergy, il y a trop de monde, quoi. Moi, les économies d'échelle, j'y pense. Quand je vais aller acheter une baguette et j'appelle le voisin et on fait un trajet pour 2 baguettes, hein, je le conçois très bien. Mais je trouve que voilà, là on est plus gros que le bœuf, quoi. Je veux dire, là c'est rétro. Cergy c'est trop. Paris, entre le moment où j'ai garé ma voiture et le moment où je suis arrivé ici, j'ai vu un peu de terre ici et j'ai vu 3 mètres carrés pour pas être marseillais au pied de chaque arbre. Et en fait, ici on vit hors sol. Guillaume, est-ce que tu peux nous dire plus précisément quelles sont les différences entre une métropole, petit rappel parce que j'ai l'impression que j'aime bien faire des rappels, mais métropole ça vient du grec méter qui veut dire mer et de police qui veut dire ville. Et donc ça veut dire ville-mer. C'est quoi la différence entre les grandes villes, la métropole? Est-ce que c'est juste administratif ou pas? Par les réformes territoriales, ça l'est. Il y a des institutions métropolitaines dans 22 grandes villes. Maintenant, toutes les grandes villes ne sont pas métropoles. Donc il y a bien un delta qui est en train de se jouer. Et le delta, c'est sur la capacité de ruissellement bas, ou en tout cas d'attractivité et de dynamique territoriale, donc de locomotive. On a localisé, on a identifié ce que pouvait être à certains endroits, et c'est pour ça que Besançon va Dijon ou inversement. Il y a par moment de grandes incongruités ou de grandes surprises dans les lauréats et ceux qui frappaient à la porte. Il y en a même qui ne sont pas métropoles et qui se proclament métropole. Nîmes, qui n'est pas une métropole, a son logo Nîmes Métropole. Donc il y a quelque chose qui traverse les âges, la ville-mère. Pour rappel, l'Empire romain utilisait ce terme-là, et ça monte encore un plus loin. Hein. Donc c'est un terme qui a une dimension géohistorique et étymologique, mais une géohistorique qui est tout à fait fondamentale. Aujourd'hui, il est de bon ton de se proclamer et de se réclamer de dynamique économique qui renverrait à ce que l'on peut qualifier de métropole. Maintenant, effectivement, ça peut être troublant, je ne vais pas parler de Brest ou Saint-Étienne, mais qu'est-ce qu'il y a de comparable entre Paris et Grenoble, par exemple? Voilà. Ça donne des paysages assez différents, des comportements, c'est là où il faut rentrer un peu dans le détail, ils commencent à se ressembler étrangement, hein, mais on est moins dépendant de la voiture ou un peu plus à certains endroits, il n'y a pas le même système de transport RER,
même si Emmanuel M aimerait mettre du métropole, enfin en tout cas des RER dans toutes les métropoles, mais ça c'est sa pensée éolienne, hein, on va faire une parenthèse. Donc il y a des projets qui visent un peu à homogénéiser, pour ne pas dire uniformiser, mais globalement il y a des différences parce que ces villes-là ont leur propre histoire, ont leur propre culture. Du coup, c'est pas la taille qui a priori serait le facteur commun. Le plus petit dénominateur commun, c'est le rapport à la création, à l'innovation, à l'attraction, toutes les dynamiques et tout l'argent investi pour pouvoir développer. Et je pense que depuis l'annonce du gouvernement et de Macron en particulier sur les 10 métropoles qui vont devoir accueillir un RER à horizon 2030, je ne sais pas où il va trouver la terre, je ne sais pas où il va trouver l'acier, je ne sais pas où il va trouver l'argent, mais il se débrouille. Il n'en demeure pas moins que là, on est aussi dans un marqueur métropolitain qui a fait son apparition. Il y a quelques comme ça, dans l'aménagement, des marqueurs métropolitains qui vont, en plus petit, permettre de dire que là aussi c'est une métropole et qu'on peut parler de fait métropolitain. Donc c'est pas tant les institutions, puisque chaque pays, finalement, a identifié une maille territoriale et que ça peut varier d'un pays à l'autre, c'est véritablement un fait métropolitain des dynamiques territoriales et particulièrement des dynamiques économiques, celle que j'ai commencé à décrire. Et je suis désolé là du coup, quand vous voyez le rôle de l'innovation dans le champ des sciences dites de la Terre, de la nature, des sciences physiques à Grenoble, donc tout un pôle à l'origine de développement, dorénavant cluster, et pôle de compétitivité, peut-être qu'un des marqueurs, si on devait au bout du bout en retenir qu'un, ça serait la question de la recherche-développement, de la technique, des universités et de l'innovation. Voilà. C'est-à-dire être dans la Startup Nation est indéniablement quelque chose qui renvoie au fait métropolitain. Il y a quelques marqueurs qui nous permettent de naviguer malgré les différents détails. Mais les paysages commencent à se ressembler. Voilà. Vous prenez, je ne sais pas, la ZAC de Bonne à Grenoble, l'écoquartier converti au Nouvelle en 2009, il ressemble étrangement dans son paysage, hein, alors que c'est une ancienne caserne militaire, etc. Il ressemble étrangement dans, on va dire, les dispositifs proposés aux habitants, hein, nouvellement arrivés, des choses qui ressemblent à tout écoquartier. Vous allez à Batignolles, ben vous retrouvez globalement les mêmes saveurs, les mêmes goûts, les mêmes esthétiques. Il y a bien quelque chose qui est en train d'embarquer et d'homogénéiser, quelle que soit la taille, tout simplement, et même dans des villes de 30 à 50 000, alors on ne parle pas du tout de métropole, mais par des programmes d'État, petites villes de demain, opération cœur de ville, et bien vous avez des processus de métropolisation en plus petit, et on retrouve les mêmes recettes avec la même boîte à outils, qui est véhiculée par l'expertise de l'architecture, de l'urbanisme et de l'aménagement. Je ne dis pas l'architecture en disant ça, moi je suis enseignant à 50% en urbanisme et aménagement. Je suis vraiment confus auprès des étudiants de voir tous les collègues véhiculer ce type d'antienne-là, à longueur de journée. Il vous faut absolument, finalement, développer la boîte à outils du métropolitain qui va, par son métier, finalement, s'imposer à d'autres réalités de moindre taille. Donc ce n'est pas une question de taille a priori, on y viendra pour l'écologie, mais d'entrée, ce n'est pas une question de taille. Ok. Par rapport à Action Cœur de Ville et cette idée de métropole, juste pour vous rappeler, en PFE ici, il y a des profs qui sont en accord avec ça et qui disent, qui sont dans cette idée de on va travailler avec Action Cœur de Ville, on va vivre en métropole. Enfin, juste, cette conférence, c'est vraiment pour vous dire est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, enfin, juste avoir la vie critique. Est-ce que vous avez des questions sur cette première partie? Oui, la question, plusieurs parties de la question. La première partie, je vais poser la question. Donc, le sujet dont on parle aujourd'hui, quand on doit guider la vie, la question c'est la vie européenne, c'est la vie parce qu'on doit guider la vie en France, ou pour les guerres mondiales, tout le pays doit guider la vie. C'est ma première question. La deuxième question, donc, sur cette question, ça veut dire, est-ce que c'est une façon de contrôler le système capitalisme? Si la vie, ça veut dire, par exemple, parce qu'on est contre avec le système capitalisme, impérialisme, puisque la société ouvrière, c'est vraiment le résultat de la transformation du capitalisme primitif à le capitalisme impérialisme, mais le résultat de la transformation du capital, comme ça, est-ce que c'est le moyen de rompre avec le système capitaliste quand on doit guider la vie, ou justement on doit guider la vie pour notre raison, par exemple la raison écologique, etc. Et finalement, c'est le moyen qu'en France qui est propre, c'est pour contrôle avec le système capitaliste, à guider la vie, est-ce que c'est une forme de rentrer, ça veut dire, en fait par exemple construire un système communiste pour détruire le système capitaliste, ça veut dire la révolution communiste, c'est un développement, un progrès, c'est-à-dire en avancée, mais
personnellement, selon le livre de Marx, de Lénine, la construction de la société communiste n'est pas la même chose. Ça ne contient pas la déduction de métropole parce que l'une de base de la construction de cette société, c'est l'avancement massif de la productivité. Ouais. Et la ville, automatiquement, aujourd'hui, dans la 21e siècle, c'est la production massive sociale. Son base, c'est la métropole, parce que si vous n'avez pas une grande ville, vous n'avez pas plus d'avoir une grande production massive. Et donc, c'est un pilier de la vie. Ça veut dire, est-ce que ça veut dire on n'avance pas? Au titre que le capitalisme a entré dans une époque toujours primitive du capitalisme. Donc, c'est ma question. On a 2 heures. Donc, du coup, moi, je n'ai pas la réponse définitive à ça. Je vous donne moi où j'en suis de ma réflexion, et puis on discute après. Et puis, je ne monopolise pas la parole. En fait, pour moi, les 3 renvoient à une seule. C'est comme ça que je l'entends. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça. Faut-il quitter les villes pour être anticapitaliste? Et si oui, est-ce qu'il nous faut défendre un modèle communiste ou c'est autre chose, c'est-à-dire une forme de, non pas primitisme, mais ce qui était antérieur à la fin de la société féodale et à l'avènement du capitalisme industriel? Est-ce qu'on revient à des formes de vie antérieures à ce moment-là de basculement entre l'ère féodale et l'ère capitaliste? Moi, de mon point de vue, en ayant un peu travaillé la chose, mais je ne suis pas devin et ça n'est que mon opinion, oui, quitter la ville aujourd'hui est le geste anticapitaliste certainement le plus abouti. Mais ça ne se fait pas sans condition. Parce qu'en fait, le fait capitaliste à l'ère néolibérale, c'est d'avoir pénétré toutes nos intimités, d'avoir colonisé l'entièreté de nos visions, de nos pensées. C'est ça être métropolitain. C'est pas simplement lever dans l'outil de travail ou l'acte salarié. C'est se lever, se laver, se chauffer, penser en métropolitain. Ça veut donc dire qu'il faut changer d'environnement, changer d'habiter, pour à un moment donné, commencer à se poser la question du sens que ça a ou du sens que ça n'a pas. D'où la nature et le vivant qui jouent un rôle déterminant. Le problème, c'est que vous aurez toujours des gens qui voudront partir. Il y a un romantisme bourgeois, il y a une fantasmagorie de la nature, il y a un agrarisme de la fin du XIXe siècle, qui fait qu'il y a des gens qui vont vouloir partir des grandes villes, mais avec SUV, 5G, piscine chauffée, etc. Et à un moment donné, cette chose-là n'est pas anticapitaliste, ça va, je choque personne en disant ça. Donc ça veut dire qu'il va falloir décoloniser quelques habitudes de pensée. Et c'est là où le communisme n'est pas d'une grande aide, malgré ma filiation là-dedans, je suis d'une famille marxiste, tout simplement parce que le communisme est tout autant productiviste que le capitalisme. Et la ville est un fétiche dans les deux idéologies. Donc il y a bien à en découdre avec la ville, la grandeur, la grosseur urbaine, pour à un moment donné se lier à d'autres filiations et qui sont plutôt éco-anarchistes, soyons clairs. Donc le communalisme plus que le communisme, le municipalisme plus que la municipalité, c'est-à-dire des communautés de vie qui reprennent la main sur leur propre sens politique et leur propre action politique, donc l'autonomie, au sens de à la fois auto-subvenir à ses besoins et auto-gérer le quotidien, c'est vraisemblablement le modèle politique qui aujourd'hui commence à susciter un peu d'envie. Et du coup, je réponds à la première en étant passé par les deux suivantes. Toutes les grandes villes du monde, dans le ranking, dans le benchmark, parce qu'on est rentré dans l'ère du globish, on est d'accord, c'est tous les termes anglicisés, etc. Vous avez des gens qui sont très très bien payés dans des cabinets internationaux, voilà. Très très bien payés, McKinsey en l'occurrence, puisque ça a défrayé la chronique il y a 2 ans, qui sont très très bien payés pour faire des classements internationaux des villes qui ont une capacité à attirer, qui ont des moyens budgétaires un peu inconsidérés, etc. Et bien, sur les 600 métropoles estampillées par ces cabinets fort bien engraissés, vous en avez plus de 400 qui perdent de la population dans leurs cœurs urbains. Voilà. Alors, ce n'est pas des centaines de milliers, voilà. C'est 10 000, c'est 15 000, c'est 50 000, c'est 100 000. Vous avez même des États qui sont en train dorénavant d'arbitrer. Il y a des programmes d'aide au retour aux campagnes, en Espagne, au Japon. Le Danemark se pose la question programmatique à 30 ans, ne faudra-t-il pas revitaliser toutes les petites villes? Voilà. On est en train, alors je ne suis pas un fan des institutions, mais il y a bien quelque chose qui est en train de se passer et ce n'est pas propre à la France. Voilà. C'est quelque chose qui renvoie à énormément de pays. Alors plutôt les cultures occidentalo-centrées, hélas, voilà. Mais parce que les autres ne sont pas arrivés à un état de maturité urbaine de leur propre développement, ça c'est clair.
Néanmoins, la question de la densité est de plus en plus rejetée, et ça, toutes les enquêtes convergent, qu'elles soient de France ou de l'étranger. Donc, il y a bien une désirabilité sociale, il y a bien un problème anthropologique, mais on y reviendra très certainement. Il y a surtout, une perspective économique. Oui, quitter les grandes villes aujourd'hui, c'est indéniablement l'acte le plus fondateur ou le plus expressif de ce que pourrait être un anticapitalisme un peu conscient des errements du communisme que nous avons vécu. Voilà. Et c'est la question de la taille, pour le coup, qui revient. Il nous faudrait renouer avec des communautés humaines qui soient plus décentes pour l'environnement, plus responsables et surtout plus agissantes. C'est-à-dire qui permettent à chacune et chacun de refaire politique à hauteur de sa vie quotidienne, à hauteur de ses propres besoins. Reprendre la main sur ses besoins, produire directement ce dont nous avons besoin, est indéniablement un geste politique aujourd'hui, et c'est pas de l'intérieur avec les 3 mètres carrés sous un arbre que vous allez y arriver dans le cœur de Paris, ou dans le cœur de Londres, ou à Grenoble, ou à Rennes. Merci. Juste avant que tu enchaînes, il nous reste 1 heure. Je vois qu'il y a beaucoup de questions, donc peut-être on va pas pouvoir toutes les prendre, on va vraiment essayer il faut peut-être essayer d'être plus concis. Et en plus, il y a des alternatives qui arrivent, donc il va falloir qu'on parle de ça aussi, et c'est bien de constater comment on agit, quoi. Donc on va falloir passer aussi un peu. Voilà, en fait, j'avais une question, du coup, c'est années 70-80, on a quand même essayé de décentraliser Paris sur les 4 villes nouvelles, ce qu'on appelait les 4 villes nouvelles. Et ça a marché ou pas, ou qu'est-ce qui s'est passé? Ça n'a pas marché, mais c'est toujours l'enfer, c'est toujours pavé de bonnes intentions, c'est pas clair. Quelle était la motivation, que ce soit des métropoles d'équilibre ou des villes nouvelles? Les villes nouvelles, c'était pour essayer de fixer les départs parisiens, et donc de créer une polycentralité à l'échelle de l'Île-de-France. D'où les villes nouvelles qui ont été créées. Et en fait, loin de fixer les gens qui partaient de l'espace central pour des raisons d'invisibilité, de désir de nature, ou tout simplement d'un emploi qui lui-même était décentralisé, ou en tout cas déconcentré, ça a fixé les gens qui venaient de l'extérieur. Donc loin de finalement bloquer le départ intérieur, ça a attiré de l'extérieur. Et donc les villes nouvelles, finalement, ont eu un effet totalement inverse à ce qui était escompté. Ça a accéléré le processus d'agglomération de la région. Parce que du coup, dans votre modèle, ça revient à peu près au même, finalement. C'est-à-dire de délocaliser Paris, de déstructurer les grandes métropoles, etc. On va revenir sur le même schéma que dans les années 80. Le schéma des années 80 était éminemment capitalistique. Hein. Oui, c'est pour ça que c'est la question du changement d'économie, une économie beaucoup plus endogène et beaucoup moins exogène, une économie fondée sur l'ordinaire et non pas sur la spéculation foncière ou immobilière. Là, on a un nœud, soyons clairs, un nœud gordien à trancher. C'est que c'est l'économie qui est la maîtresse d'à peu près toutes les structures sociales desquelles nous héritons. Et effectivement, la décentralisation des villes nouvelles était dans un paradigme économique et politique qui était éminemment compatible avec le capital. Donc je ne dis pas que ça va produire les mêmes effets. Si on se fade pas, on n'affronte pas le deus ex machina économique, ça va reproduire des petites métropoles un peu éparpillées et qui auront les mêmes effets délétères que l'on peut constater en plus grand. C'est vraiment la question économique qu'il nous faut aujourd'hui affronter. D'où l'autonomie. Dernière question. Est-ce qu'il y a une dernière question? Je n'ai pas fait de phrase. Oscar. Déjà, merci beaucoup pour ce que vous avez dit jusque-là, il y a beaucoup de choses. J'avais une question, justement, je trouve que la question de Tristan au départ sur qu'est-ce que c'est que la métropolisation était intéressante parce que vous disiez, pour M. Fagueret, vous disiez la métropole fabrique une espèce de vie générique, de monde générique dans lequel les objets se ressemblent les uns les autres. Bon, en vrai, l'uniformisation du monde, ça a déjà été écrit dans les années 40 par Zweig. De la même manière, vous disiez, la recherche, c'est toujours pour le profit. Oui et non. Les villes sont aussi le lieu dans lequel se fait peut-être la recherche fondamentale, des choses qui, en un sens, sont inutiles et permettent aussi de faire avancer la connaissance. Ce que j'essaye de comprendre, c'est à quel point la métropole est pour vous le plus grand mal, ou à quel point, en fait, il n'y en a pas qui viennent peut-être d'ailleurs, et que la métropole n'est pas nécessaire. Peut-être qu'elle les incarne, peut-être qu'ils se retrouvent là, mais que finalement, c'est comme donner une espèce d'intentionnalité un peu fausse à dire la métropole est la cause de tous les maux, alors que finalement, il me semble qu'il y a pas mal de choses que vous avez évoquées qui existaient déjà avant, dans un contexte où le terme administratif de métropole n'avait pas été inventé.
par ailleurs, de dire que les métropoles sont toutes égales en France, c'est pas totalement juste, parce qu'il y a des différences entre les métropoles de droit commun, celle de Paris, d'Aix-Marseille, qui ont des statuts particuliers, donc il y a quand même une espèce d'adaptation, disons, à leur taille et à leur structure en termes d'agglomération par rapport aux autres communautés. Je ne défends pas particulièrement le modèle métropolitain personnellement, et je suis à peu près d'accord avec l'essentiel de ce que vous avez dit, mais je me demande à quel point c'est pas un petit peu comment dire, Grossier. simpliste, oui, sur une manière de prendre la métropole comme tous les mots. Juste concis. Je fais des phrases ou je fais des mots, comme vous voulez. Hein. Contrairement à ce que j'ai pas dit que toutes les métropoles se ressemblaient. J'ai dit qu'elles gardaient une singularité et une identité, mais que c'était économiquement qu'elles avaient évolué. Et quand vous me parlez de droit commun ou pas de droit commun, c'est comment les institutions ont créé un arrangement politico-administratif. Mais le modèle économique est le même. Absolument. Donc, du coup, et comme, alors là, je passe à la première question sur qu'est-ce qui ferait économiquement le stade métropolitain? N'y a-t-il pas d'effet de structure qui anticipe ou qui précède le stade métropolitain? C'est un stade singulier du capital. Le capitalisme est une dialectique, une unité des contraires. C'est-à-dire qu'il va faire la géographie et l'espace à sa main pour se reproduire, mais en travaillant aussi de l'intérieur ses propres formes de dépassement. Voilà. C'est la dialectique hegelienne, convertie par Karl Marx et Friedrich Engels dans le capitalisme. Donc, il y a un temps antérieur où il y avait cette dialectique-là, c'est-à-dire de reproduction-dépassement. Le fait métropolitain est une rupture avec ça, indéniablement. La rupture, c'est qu'on ne peut plus penser le dépassement du stade néolibéral métropolitain, alors qu'à l'époque antérieure, industrielle, par la culture révolutionnaire, par l'avènement d'une classe ouvrière, prolétarienne, et ben, il y a eu des penseurs qui ont estimé que le foyer, finalement, c'était le pharmacon. Remèdes et poisons étaient réunis au même endroit. Voilà. C'est peut-être ça la rupture historique que nous vivons. Changer une métropole de l'intérieur est proprement inenvisageable parce que tout simplement le politique a décliné au profit de l'économique, lorsqu'auparavant le politique servait de variable d'ajustement ou de facteur de régulation. Et c'est pour ça que, peut-être qu'avec ce Marseille, ils ont des statuts un peu différents, peut-être qu'à Rennes, la ville archipel elle-même est constituée très différemment, il n'en demeure pas moins que le régime qui se trame derrière, c'est grossir, grossir, grossir. Attirer, attirer, attirer. Le problème, c'est que ça se fait, à moins que vous ayez la solution pour faire 2 millions de personnes en biosourcé, ça se fait par du béton, ça se fait par de l'acier, et que la descente énergétique et la descente matérielle ne permettent plus ce type de délire à horizon de 30 ans. C'est en ça que c'est une rupture avec le capitalisme clair. Plus les moyens de continuer à accumuler et de créer du rendement et de la rentabilité. C'est à la fois très ressemblant à ce qui préexistait et c'est très singulier au regard de la totalité du monde qui est faite par le fait métropolitain, un fait social total. Je ne sais pas si j'ai répondu, mais en tout cas j'ai éclairci ce que je mettais derrière le simplisme que vous voyez dans mon propos. Merci. Je vois ça après. On passe à la suite. Maintenant, on va s'intéresser aux conséquences métropolitaines. On va se poser une dernière question, Guillaume, et après on passera avec Claire et Sébastien. Pourquoi c'est un danger écologique de vivre en métropole? Pourquoi les grandes villes ne sont pas écologiques selon toi? Et pourquoi elles sont antisociales? Finalement, c'est par là que je rentre habituellement, mais ça va être le plus court. Hein. Ça évince, ça trie, ça sélectionne, ça va, c'est bon pour tout le monde. Aujourd'hui, il n'y a que 30% de la population dite active qui peut prétendre vivre de manière décente en métropole. Voilà. Tout le reste est subalternisé, évacué, évincé, complètement étalé ou sommé d'aller voir ailleurs, mais néanmoins de rester branché, parce que c'est eux, comme armée de réserve, comme premiers de corvée, qui font tourner la méga machine, hein, soyons clairs. Donc, les îlots fantômes, comme tu l'appelles. Exactement. Tu peux expliquer ce que c'est? Non, les hectares. Ouais. Alors ça, c'est d'un point de vue plutôt écologique. C'est-à-dire qu'écologiquement, pour tous et tous tenir au même endroit, il faut des territoires servants, des hectares fantômes, il faut des esclaves énergétiques, il faut des serviteurs mécaniques. L'ensemble du vivant est en train de passer par trépas, par la nécessité de faire culturalité métropolitaine et d'avoir nos petites soirées telles que ce soir. Ça va? Je me mets dedans, hein, je me suis déplacé pour ça. Bon. Néanmoins, il y a bien là un problème qui nous est posé. Vous n'êtes pas sans savoir que vous avez aujourd'hui 19% de la population mondiale qui vivant dans la métropole, qui s'enfonce sous le poids du béton. Voilà. Ça devient proprement tellurique. Le FMI, qui ne brille pas pour son acception révolutionnaire,
vous le conservez bien volontiers, annonce 2100, 74% de la population mondiale qui vivra des canicules mortelles de 4 semaines à 4 mois par an. Voilà, ça devient proprement létal. C'est tout, en fait, écologiquement. Après, on pourrait décliner les 100 premières villes de France en 3 jours d'autonomie alimentaire et 1 jour d'autonomie énergétique. On pourrait aller voir aussi du côté des maladies de civilisation, 44 millions à travers le monde qui décèdent par l'effet de la densité et donc par le fait de la sédentarité. Ne plus avoir accès à la terre, ne plus se bouger, ne plus être en activité. Être assis et parler derrière un micro en fait partie. Voilà tout ce qui est en fait imposé par le fait métropolitain. Et on est en fait commué à ce type de réalité qui est éminemment anti-écologique. Donc écologiquement, sociologiquement, anthropologiquement, on est soumis à la mobilité, à la connectivité, à la festivalisation, au divertissement. Voilà, c'est le fait culturel d'une ville qui, mutée en métropole, devient la totalité, en fait, de nos appendices, de nos manières de nous comporter. On est dépendant, on ne sait plus quoi faire. Si du jour au lendemain, il y a une rupture d'approvisionnement alimentaire, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que nous faisons? Rien. Voilà. Du jour au lendemain, l'énergie vient à être coupée. J'ai vécu ça en Bretagne pendant 3 semaines et mon logement n'est toujours pas rebranché. Heureusement que j'ai quelques panneaux et heureusement que j'ai appris à me chauffer un peu différemment. Voilà, c'est juste ça. À un moment donné, la dévastation écologique dans laquelle on est embarqué a pour cause première l'urbanisation généralisée et la métropole en est le flagship, le fleuron. Et je crois qu'un des problèmes qui nous est écologiquement posé, c'est que ça a distancié totalement le vivant. Tu parlais de hors-sol tout à l'heure. Eh bien, on est hors-sol. On ne sait plus d'où vient ce que l'on mange, comment on s'habille et comment c'est fabriqué, comment on fait pour se chauffer, indépendamment de tous les dispositifs techniques dont on s'est rendu dépendant. Et ça, c'est le métropole, cette figuration d'illimité, de démesure et d'éternité. Ça, c'est la psyché de la métropole. Ville, mère, c'est celle qui est censée conditionner le devenir même de l'humanité. Merci. Allons voir les alternatives du coup. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous vivez maintenant, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez tenir le micro bien proche, s'il vous plaît? Oui, en fait, j'ai remarqué que celui-ci fonctionnait beaucoup mieux que celui-là. Je vais aller l'augmenter. Et donc, c'est à nous de prendre celui-ci, parce que lui, il parle bien de toi. Et je trouve qu'il parle bien tout court. Je trouve que tu parles très bien. Les profs, ça ne m'étonne pas. C'est toujours gênant pour moi, parce que j'ai pas l'audace de parler comme ça, mais ce que j'adore, en fait, c'est ce par quoi la discussion se termine. Tout à l'heure, je vous parlais de hors-sol, je vous parlais de carte bleue. J'ai oublié de vous parler de votre robinet, de votre prise électrique, de votre frigo et de tout ce qui va avec la carte bleue, parce que vous faites aussi des virements bancaires. Donc, toi, Guillaume, tu es coupé en électricité. Si vous êtes coupé en électricité, je pense que vous allez avoir froid. Le frigo, il n'y a plus rien qui va se conserver. Faire cuire votre alimentation, je ne pense pas que vous ayez des réchauds camping-gaz tous chez vous. Vous êtes un peu roots, il faut aimer le camping. Et en fait, voilà, quand je dis on est totalement dépendant du système, pour moi, la métropole, c'est comme si vous aviez un cancer en phase finale. D'accord? Et moi, je souhaite que vous restiez chez vous. C'est-à-dire, vous restiez ici à Paris, ça me va très bien. Parce que nous, chez nous, on est vraiment très bien, mais il ne faut pas trop le dire. Parce que si jamais vous venez chez nous, comme Tristan cet été, il va en parler que c'est bien chez nous, et ça va vous intéresser. Et le problème dans notre hameau, c'est que la moitié des résidences sont secondaires. C'est-à-dire qu'il y a des Parisiens, ils ont de la thune, ils viennent acheter des maisons chez nous. C'est un peu comme en Corse. Et là, le problème, c'est que les enfants de Corse, ils ne peuvent plus se loger en Corse, parce qu'il y a des gens qui ont de l'argent, qui viennent prendre leur place, parce qu'ils sont Corse, après les Parisiens, ils ne sont pas Corse, en fait. Et oui, ils viennent pas faire du potager, ils partagent pas rien avec nous, ni la vie locale, parce que quand il y a un marché, ça les intéresse pas, parce qu'ils pourraient marcher dans la boue. C'est vrai qu'à Paris, vous n'avez pas l'habitude, alors vous n'avez peut-être pas de bottes. Nous, l'avantage, chez nous, on a des bottes pour tout le monde. Quand les gens viennent, on propose des bottes aux gens. Et en fait, le côté métropolisation, c'est un peu comme l'aquarium. Vous voyez, nous, on vit dans un petit aquarium, on est deux. Tac, c'est génial, on vit bien. Ici, en fait, vous êtes dans le même aquarium que nous, sauf que vous êtes des centaines de milliers de poissons. Et en fait, vous ne voyez pas, même pas à travers l'aquarium, c'est même pas ça, c'est que vous ne voyez même pas derrière le mec, le poisson qui est derrière vous. Tellement c'est dense. Alors encore une fois, je disais, c'est très bien d'avoir densifié les choses, parce que c'est vrai que chez nous, il n'y a pas de piscine. Est-ce qu'on est que 650 pour payer les impôts, ils ont déjà du mal à faire tourner, entre guillemets, des installations basiques comme l'école, ou rénover les routes et boucher les nids de poules. Donc il faut accepter les nids de poules chez nous. Mais sinon, ici, c'est abusé. La métropolisation,
Alors, ouais, franchement, tous les termes d'architecte et tout ça que je maîtrise pas, je trouve ça, moi j'adore, je comprends tout, je ne saurais pas trop l'expliquer, mais ce qui est sûr, c'est que, franchement, chez nous, on a bon vivre, on ne s'inquiète pas. Ce soir, qu'est-ce qu'on mange? Qu'est-ce qui reste dans le potager? Il reste 30 mètres de carottes. 30 mètres de carottes. Alors, il peut y avoir un Covid où on n'a plus le droit d'aller au supermarché, ou soit il faut se faire son petit papier pour s'autoriser soi-même à sortir de chez soi. Vraiment, la société, c'est compliqué. Ce que je veux dire par là, c'est que oui, si je vous retire votre carte bleue, c'est mal, mais ce soir, juste faites l'expérience. Vous rentrez chez vous, vous ne touchez pas aux interrupteurs, vous ne rechargez pas votre téléphone, vous n'allez pas non plus boire un verre d'eau parce que vous considérez que quand vous tournez le robinet, c'est un peu comme ce qui se passe en ce moment dans certains pays du monde, c'est qu'il n'y a plus d'eau. Mais des États français, hein, je parle de Mayotte, je ne sais pas si vous avez vu aux infos, à Mayotte, ils tournent le robinet, il ne se passe rien. Ils ont débranché l'eau, il n'y a plus d'eau. Ils se font livrer des containers d'eau qui viennent de l'eau. En bouteille d'eau, bien entendu. Et en fait, ce qui ne va pas, c'est qu'on a hyper concentré les gens. On a réussi à faire une fusion nucléaire grâce à ce système de fonctionnement. Donc du coup, c'est bien, il y a des piscines, il y a des patinoires, presque à tous les angles de rue. Hein, c'est génial, on s'éclate. Mais par contre, on va s'éclater au sens propre. Vous allez vous éclater au sens propre du terme. L'autonomie de 2 jours en alimentation, de 3 jours en alimentation sur Paris, comment vous faites le 4e jour? Vous n'allez pas aller au McDo, hein, parce qu'ils ont le même problème que dans le frigo, hein, ce sera vide. L'énergie, c'est pareil, hein, comment vous faites? Nous, chez nous, on a installé le 11 novembre à 19h40, enfin, après 5 ans de vie chez nous, le poêle. On met des bûches, on met du bois dedans. C'est pas technologique, hein. C'est pas des granulés qui tombent, il faut de l'électricité pour faire tomber le granulé, pour faire tourner le ventilateur, parce que quand on a une coupure d'électricité, c'est bien, c'est technologique, mais il n'y a pas de chauffage non plus. Et en fait, on excelle dans la technologie, mais en fait, le moindre gravillon dans l'engrenage, ça ne marche pas. Donc on fait trop compliqué, on fait trop technique, on fait trop scientifique, et je trouve que retourner sur les bases, où quand vous allez faire votre course et vous prenez votre petit chariot à roulettes, c'est comme vous vouliez les grands-mères à l'époque, c'est très pratique, hein, parce que du coup, on n'a pas besoin de prendre la voiture, on n'a pas mal au dos s'il faut porter les sacs, il faut revenir, je pense, à des choses plus simples. Mais par contre, je ne suis pas à me dire qu'il faut non plus déconstruire Paris. C'est très bien ce qu'on a construit, les milliards de tonnes, les milliards d'euros mis en jeu, c'est super hein, ce qui s'est passé, il va falloir réussir à le conserver, mais quand même, moi, quand je vois qu'ici, s'il n'y a pas Rungis, et les camions qui vont livrer à Rungis pour que dans la nuit, les mecs qui bossent, ceux qui ont des petits salaires, pour vous alimenter, et c'est ce que tu disais, et je trouve que c'est vraiment, c'est bien vu tout ça. On sent qu'il n'est pas que bon. Moi je suis pompier, mais on voit vraiment, j'adore toutes ces expertises-là, parce que ça, c'est comme tout ce qu'on écoute à la télé, mais après la réalité des choses, c'est que quand vous rentrez chez vous à la maison, mais il faut donner du sens à ce qu'on a dit. Et du sens, c'est pas continuer à faire ce qu'on dit, les gars, ça va péter. On se dit pas ça va péter ou pas, c'est quand ça va péter, quoi. C'est ce qui se dit souvent. Et donc je pense que aller en Bretagne, nous c'est aussi ce qu'on se dit, un jour on va partir en Bretagne, parce que clairement si vous n'allez pas à la pêche, vous faites faire votre jardin, aller à la chasse, au bout d'un moment ça va craquer. Alors moi je vais être beaucoup plus dans la nuance, parce que la ville c'est bien, quand même. Non mais parce que tu peux pas éclater les villes et dire à tout le monde allez vivre à la campagne. Qui va faire son rôle, son table d'ouvrier et va remettre 3 heures dans le jardin pour faire pousser ses carottes? Il y a un moment donné, on ne va pas pouvoir non plus conjuguer le tout. Donc c'est bien si vous faites beaucoup d'études, vous avez des métiers qui vont être bien rémunérés, vous allez faire du télétravail 100%, là vous aurez le temps. Mais en fait, c'est pas la vraie vie. La vraie vie, c'est des gens qui vont trimer tous les jours, qui vont aller au boulot, ils ne vont pas faire leur potager. Donc moi, je nuancerais quand même aussi les choses. C'est-à-dire, effectivement, la vie en ville, ça commence à être compliqué, je suis tout à fait d'accord. Sauf que, si vous allez à la campagne, il va falloir produire. Et c'est pas des chaises longues et attendre que les cerises elles rougissent, quoi. Donc ça, c'est pas facile non plus de dire c'est noir ou c'est blanc. Moi, je suis beaucoup plus nuancée. Parce que des gens de Paris, on dit de Paris, hein, parce que c'est un peu commun à tous, mais des gens de Paris qui ont acheté pendant le Covid à la campagne, ils ont vendu derrière. Ils sont déjà repartis, eux, en ville. Donc c'est aussi que la ville, s'il y a autant de monde qui y vit, c'est qu'il y a un attrait. Et je ne sais pas, vous, ici, si vous êtes prêts à partir à la campagne, à tout quitter et à avoir une vie de rural, parce que c'est ça aussi, c'est pas d'hôpital, c'est pas de service
proche, d'avoir une bagnole tout le temps, etc. Pas de Uber Eats. Pas de Uber, pas de Jap, pas de. Enfin, voilà. Il y a quand même beaucoup de services, pas de piscine, pas de patinoire. Enfin, voilà. Il y a beaucoup de services qui sont intéressants en ville. Et vivre à la campagne, derrière, si c'est pas pour produire votre nourriture, ça sert à rien d'y aller. Non, mais c'est un peu trash, enfin, c'est un peu dur ce que je dis. Mais en fait, si demain on continue à pavillonner comme on a fait dans les années 80, où chacun a son petit pavillon et son lopin de terre, ça c'est pas du tout l'idée en fait. Parce que là, on va s'étendre, on va faire l'étalement urbain comme on en parlait tout à l'heure. Et en fait, personne ne va trouver son confort, on va devoir construire des routes, de l'éclairage, des infrastructures, et ça va coûter encore plus cher que de vivre en ville finalement. Donc, moi voilà, je nuancerais quand même la situation. Oui. Oui, vas-y. Je pense que ici, là, la majorité des étudiants sont venus à Paris pour les études. Ouais. Et enfin, c'est pas le cas de tout le monde, mais il y en a beaucoup qui ont été contraints de venir vivre en ville. Et je pense qu'il y a beaucoup de ruraux par les. Le problème, c'est que, comme vous l'avez si bien dit, les citadins viennent chez nous. Et que aujourd'hui, moi je suis super pour la campagne, mais mes parents n'ont pas les moyens de s'acheter des terres pour faire leur potager et tout. Du coup, il y a quand même un petit cercle vicieux qui s'est instauré et malheureusement, moi j'attends qu'un truc, c'est d'avoir mon diplôme pour repartir chez moi. Et pas de potager. Est-ce que tu vas trouver du boulot chez toi? Exactement, tu repartiras pas parce qu'en fait, il n'y aura pas de boulot chez toi. Non, mais Dans le fin fond de la campagne, chez nous par exemple, t'as rien. c'est compliqué, il n'y a pas de boulot. Il n'y a pas une boulangerie. Chez nous, on est 650 habitants. C'est ce que je veux dire. Qui me dit que je vais être architecte plus tard, Ah oui. Il y a des gens, oui, comme on a pu le voir, même c'était montré à la presse, qui font de hautes études et puis qui craquent. D'ailleurs, à la remise de diplôme, ils incendient le système, puis ils disent bah non, on va aller élever des chiens. Je pense que c'est une minorité, hein, franchement. Et je connais pas mal de monde qui ont fait des études et ils ont été contraints de rester à la ville. Dans un premier temps, hein, parce que tu as quel âge 25 ans, 20 ans? Ouais, voilà. Et au début, c'est compliqué. Claire, elle a une amie là, qui vient de partir en Touraine. Mais elle a fait ses études et elle est venue ici pour bosser. Ça lui a fait un tremplin pour partir. Mais je trouve qu'elle est partie assez tôt, donc ça va. Je sais plus ce que j'allais dire, mais je vais dire un truc. Non, mais vous pouvez juste terminer. Vous pouvez peut-être détailler comment vous vivez justement. Qu'est-ce que c'est au quotidien? Alors nous au quotidien, donc on a 2 temps pleins. Hein. Sébastien il a 35 heures, moi 39 heures. Donc j'ai horaires de bureau. Sébastien il est sur les gardes de 24 heures. Après notre quotidien c'est du coup la ferme, donc s'occuper des animaux, ça c'est tous les jours, c'est journalier. Les animaux sont dépendants de nous. Les animaux on les élève pour les manger aussi derrière. Et après on fait tout ce qui est partie champ, donc le maraîchage. Donc là, il y a des grosses saisons. Hein. On a tous les semis qui partent à partir du 15 janvier jusqu'au 15 mai. Donc là, la maison, elle est envahie de semis. Non, mais c'est drôle, mais en fait, on vit dans la terre. Voilà. Après, on met tout ça dans la serre et après, on plante dans le champ. Donc c'est à peu près 10 000 plants qu'on fait pour s'assurer derrière une autonomie. Parce que sur 10 graines de tomates, il y en a peut-être 2 qui vont pousser. D'accord ? C'est aussi du coup l'arrosage, planter, faire récolter les graines aussi derrière, parce qu'on essaie du coup de ne pas acheter de graines à l'extérieur. Donc on récolte aussi nos graines. Et tout ça, ça nous prend tout notre temps libre, toute l'année. Ensuite, selon notre principe de vie, on ne part pas en vacances. Donc on se dit que tout l'effort qu'on fait pour vivre mieux, pour nous en tout cas, c'est pas de le mettre dans du kérosène et de prendre l'avion. Donc on évite de partir en vacances. Je dis on évite parce qu'en 5 ans on est parti une semaine. Donc on a craqué à un moment donné, on se donne des droits. Qu'est-ce qu'on fait d'autre? Après on essaie au niveau énergie, on n'est pas très fort, mais on a mis un poêle à bois par exemple pour essayer d'être un peu plus indépendant de l'électricité. Là où on est mauvais, c'est au niveau mobilité. Non. Elle est chiante, mais je l'aime bien. Elle est chiante, mais je l'aime bien. Non, en fait, en énergie, on fait beaucoup d'efforts. Et que vous pourriez même tous faire. Ah oui. Ah oui. Parce qu'en fait, on en oublie les bases. C'est comme chez vous, le coup du robinet. Et s'il ne marche pas, vous en rendez compte. Vous ne vous rendez pas compte. Parce que chez nous, on fait l'effort de payer notre électricité peut-être 20% plus cher que la moyenne de chez Enedis, c'est-à-dire on est chez Enercop.
En fait, c'est un fournisseur d'accès d'électricité verte. Alors après, je ne vais pas faire de débat, on y croit, on n'y croit pas, tout là. En tout cas, c'est celle qui, je pense, est la plus verte qu'on peut acheter avant ou après la produire, bien entendu. Ça nous coûte, ça nous coûte, du coup, c'est ce qu'on parlait tout à l'heure avec eux, c'est que du coup, on fait plus attention. Parce que comme elle est chère, c'est un peu comme les litres de carburant. Quand il sera à 5 € le litre, vous verrez, la voiture, vous la prendrez encore moins. Donc avec l'électricité, on fait super gaffe. L'hiver dernier, on a essayé de faire comme tout le monde, à maintenir la température à 19 degrés. Nous, ça nous a arrangé parce qu'on a fait des économies. On a trouvé des modes alternatifs. Et là, on est passé au chauffage à bois. Et donc, c'est encore un travail supplémentaire de rentrer le bois, d'aller couper le bois, de fendre le bois, de stériller le bois. Ça chauffe plusieurs fois le bois, comme on dit. Donc, elle a toutes les énergies. Une des premières bases aussi, je l'ai oublié, mais je pensais que tu allais le dire, mais en fait pas du tout. Moi, je fais que l'énergie. C'était comment on habite une petite maison. Ah, je sais pas. Donc, en effet, oui, merci. On vit dans 60 mètres carrés, vraiment la maison. Je ne compte pas les dépendances où on range tout ce qui nous sert à bosser, tout ce qu'on récupère parce que ça coûte cher, parce qu'on n'a pas besoin que ce soit neuf. Globalement, on vit dans 60 mètres carrés. Déjà, rien qu'à chauffer, ça coûte cher. À entretenir, ça prend du temps. Donc c'est vrai que sur les surfaces habitables, je pense qu'il faudrait vraiment aussi... Alors, en fait, comme ce qui est à Paris, c'est vivre dans des petites surfaces. Mais même si on a de l'argent, il faudrait vivre dans des petites surfaces. L'histoire, c'est pas de faire de la polémique sur le fait d'être riche et de pouvoir acheter beaucoup de mètres carrés, mais c'est de se dire que si on veut faire attention à l'environnement, il faut s'étaler le moins possible. Mais comme on l'a dit tout à l'heure, c'est que entre ce qu'on a à la ferme comme surface, plus là le verger qu'on a pu acheter, alors ça ne nous a pas coûté cher pour revenir, je vais revenir à ce que tu as dit, c'est ça que je voulais te dire. C'est que, voilà, on a 30 000 mètres carrés, ça fait à peu près 3 hectares pour deux. Moi je trouve que c'est beaucoup parce que c'est pas notre métier, mais on a pu se le payer avec nos revenus. Entre guillemets. Quand tout à l'heure tu disais que ça coûte cher d'acheter des terres, qui plus est si tu habites à la campagne, moi je trouve que ça coûte pas cher. On peut acheter à peu près 1 hectare, donc 10 000 mètres carrés, entre 5 et 10 000 euros. Après c'est très compliqué au niveau de l'accessibilité, parce qu'il y a la SAFER, il y a des préemptions, et c'est très compliqué. Après, on n'est pas obligé d'être propriétaire, on peut louer, aller voir un agriculteur qui a peut-être entre 50 et 1000 hectares, ça dépend où, mais on peut lui louer, pourquoi pas, le terrain au bout du jardin. Je souhaiterais avoir 1000 mètres carrés, ça vaut rien en location. De voir la proportion de terres agricoles à ce prix-là en France. Parce que, Tu peux regarder sur internet, tu verras l'hectare qui est vendu, alors non constructible, en zone naturelle, en zone agricole, c'est entre 5 et 10 000 euros l'hectare. Franchement, un téléphone comme ça, ça vaut 1000 euros. Je comprends. C'est-à-dire que quand je pense que tous mes collègues ont des iPhones, je me dis qu'ils auraient largement pu transformer l'argent de l'iPhone en terre et faire leur jardin. Et avoir peut-être le 3310 qui n'est pas smartphone, je suis d'accord. Mais je pense qu'on a tous 24 heures par jour. On est tous égaux là-dedans. Je pense que quand on a des revenus, et peut-être que vous aurez, je l'espère pour vous, des revenus confortables qui vous permettront de bien vivre, je pense qu'il y a des priorités. Quand on fume, on regarde le budget carburant, cigarette, pardon, je pense à autre chose. C'est un peu votre carburant, c'est la drogue. C'est que voilà, en fait, on peut tous orienter notre argent là-dedans. Nous, on part pas en vacances. C'est vraiment philosophique. On a fait une semaine au carreau d'Arrache. On va faire la deuxième semaine, là, le 31 décembre, on part une semaine. On l'aura fait donc en 6 ans, on aura fait 2 semaines. D'accord ? Mais moi, je pourrais partir une semaine en vacances par mois. J'ai l'argent et j'ai le temps. Mais c'est un choix. Et donc, tout notre argent, on le met à acheter des tracteurs et acheter des graines quand on ne peut pas les garder, à acheter du terreau pour faire nos semis, à acheter des bâches pour mettre sur la serre. Voilà, là, on a acheté il n'y a pas longtemps de la clôture pour faire 500 mètres linéaires. Donc voilà, tout dépend de ce qu'on veut faire de notre argent. Et encore une fois, quand moi j'ai fait le potager d'un cours, j'étais pas riche. J'avais une belle voiture, une belle moto, j'ai tout revendu, j'avais une Clio du coup pourrie, mais j'ai décidé de mettre tout mon argent dans ce projet-là. Donc j'ai dû mettre 30 000 euros, où les gens dans le village, quand même assez urbain, parisien dans l'esprit, pensaient que comme je faisais partie du conseil municipal, que j'étais en train de gratter, faire du business,
parce que je faisais des tranchées partout. Parce qu'en fait, eux, ce qu'ils savent pas, c'est que pour avoir un potager, il faut arroser. Il faut arroser. Franchement, si vous arrosez pas, on entend encore plein de choses sur Internet et tout ça, il faut arroser. Donc, il fallait des tranchées pour faire passer de l'eau. Puis là, comme c'était collectif, il fallait des robinets, on va dire, à tous les 20 mètres, 30 mètres. Et concrètement, j'ai décidé de prendre mon argent et de le mettre dedans. Aujourd'hui, quand j'ai fait ce projet-là, on me dit ça va rien te rapporter. Ça tombe bien, je n'attends rien. Par contre, quand je vais travailler en tant que pompier, j'attends un revenu pour vivre. J'en attendais rien. Donc ce que je veux dire, c'est que si on veut faire les choses, il faut les faire. Guillaume voulait juste rebondir sur ça. J'ai vu les questions là, on passe directement à vous. Juste sur le coup. Du coup, étant passé du tout urbain à ce qui pourrait être du post-urbain, on a travaillé un peu sur des alternatives. Mais le monde alternatif est très diversement constitué. Donc je donne juste un exemple du coup de ce que ça pourrait représenter à partir d'un type d'exemple. Ce n'est pas un cas, ce sont les écolieux. Je sais que les écolieux, la coopérative des oasis, on peut l'interroger en termes de construction sociodémographique, de qui sont les gens qui peuplent ces lieux-là. 1300 écolieux. Moyenne sur 30% du territoire. Combien ça coûte par individu que de s'inscrire dans un écolieu en moyenne de 4 personnes, à la fois en coût d'investissement et en coût de fonctionnement. Le coût d'investissement, c'est entre 30 et 40 000 euros par personne. Ce que ça représente comme effort initial, voilà, mutualisé pour acquérir une bâtisse que l'on va réhabiliter, mutualisé pour acheter un fragmentaire ou quelques arpents que l'on va cultiver. Et en coût de fonctionnement mensuel, c'est de l'ordre de 550 à 600 euros. Parce qu'il y a des compléments, en tout cas, il y a des substitutions qui s'opèrent, on mange un peu moins cher, on se déplace un peu moins, enfin voilà, il y a un budget qui est complètement remonté. Donc c'est 30 à 40 000 pour le coût d'investissement et 500 à 600 mensuels pour pouvoir vivre, de mon point de vue, parce que je l'expérimente moi-même, je vous dis franchement, là j'assume totalement ma subjectivité pour vivre très différemment et beaucoup mieux. Et coopérative intégrale, ferme sociale, communauté intentionnelle, existentielle, en fait aujourd'hui en France on estime entre 3 et 5 000 lieux qui constellent 30% de l'Hexagone et qui proposent des alternatives un peu radicales. Et nous, sur la base des écolieux, 1300, voilà les données en termes de coûts d'investissement et de fonctionnement qu'on a pu produire. J'avais une question sur le modèle alternatif que vous venez de nous proposer. Je trouve assez intéressant et je me questionnais sur comment est-ce que vous intégrez dans ce modèle des personnes qui n'ont pas la capacité de produire ou de faire comme vous. En fait, quand vous vous présentez comme quelqu'un de Paris, vous vous présentez quand même comme quelqu'un en bonne santé. Vous êtes deux. Il y a aussi une notion sociale. Vous êtes inclus dans un modèle où vous êtes plusieurs. Et comment est-ce que la ville, qui elle arrive à intégrer des personnes en situation de handicap, qui arrive à proposer des hôpitaux ou des suivis spécialisés pour les personnes qui auraient besoin, je ne sais pas, d'injections, toutes ces choses-là, en fait, est-ce que votre modèle, il ne repose pas sur un modèle que la ville a essayé de dépasser? Et je voudrais savoir comment est-ce que vous verrez la ville en équilibre avec votre modèle. Qu'est-ce que vous réduirez de la ville pour que quand même elle existe, pour qu'on puisse trouver une place pour un peu tout le monde, tout en proposant une évolution de notre modèle? Je veux voir la balance. Oui, alors nous, notre modèle, c'est un peu la petite maison dans la prairie. Je suis peut-être trop vieille pour ça, c'est peut-être pas, mais en tout cas, c'est pas la campagne belle et chatoyante où il fait tout le temps beau. Il y a des contraintes dans tous les modèles. Il y a la contrainte où effectivement, au niveau social, et tout le monde n'a pas accès à la terre, tout le monde n'a pas en capacité physique aussi de faire du maraîchage ou autre. Nous, on fonctionne aussi sur du troc, donc panier de légumes contre coup de main, contre, je sais pas, une côte de bœuf du voisin, etc. Contre des repas aussi, on n'a pas le temps de cuisiner, donc forcément, quand le voisin lui prend des carottes et nous fait une tourte avec, c'est très bien. Donc, voilà. On fonctionne un peu comme ça, mais ça reste limité, je suis d'accord avec toi. Le modèle, moi, qui me parlerait pour le futur, et encore c'est que mon avis, c'est qu'effectivement, il y a les villes, aujourd'hui elles sont là, elles existent, il n'y a pas que du négatif. Après, ce qu'il faut surtout développer, c'est du coup des terres agricoles qui nourrissent ces villes, parce qu'aujourd'hui on est sur des grandes cultures, le blé il est 4,40, donc c'est vrai que là on arrive dans une autre industrie. Pour moi c'est du développement économique et c'est plus de l'agriculture. Donc remettre effectivement des zones de maraîchage, des zones de verger en périphérie pour nourrir la ville,
Ça, pour moi, ce serait mon modèle. Voilà. En fait, j'adore ta question. Je vais te dire pourquoi. Je me suis donné 3 ans pour être le maire de mon village, pour donner du sens à ce qu'on fait, par rapport à ce que je vois à l'extérieur, notamment le thème de la soirée. Moi, l'idéal, c'est que mon village fonctionne tel qu'il fonctionne là, avec les associations, l'école, tout ce qui va bien, mais développer l'autonomie, non plus de notre famille, non plus du potager d'un cours, mais de tous les habitants de ma commune. Je me dis que sur notre commune, on pourrait développer, je suis sûr, d'activités professionnelles et développer le côté énergie, parce qu'on a des forêts, on peut mettre des panneaux solaires, et le côté alimentaire. Franchement, moi je me dis que, vu tous les hectares qu'on a, et vu les agriculteurs qui sont là, et vu tout le blé qui part à l'exportation, et je suis d'accord qu'il va falloir faire une coupe à minima sur certains départs alimentaires qui vont forcément nourrir notre bouche, pour relocaliser. Pour moi, localiser, c'est super important. Toutes les productions, et le travail aussi, mais on peut pas tout faire, entre guillemets, comme chez nous, et tout avoir. On n'a pas une salle de cinéma, c'est pour ça qu'on va au cinéma. On n'a pas de piscine à la maison non plus, bah on va à la piscine. Donc je pense qu'on ne peut pas tout localiser, mais je pense que tout ce qui est primordial, franchement, la nourriture, je me dis que je veux être le maire de mon village, je veux mettre, comme on a des cantonniers, comme on a des gens qui sont payés par les impôts de la commune pour bosser à l'école, pour balayer, donc je disais les feuilles, entre guillemets, et puis pour être à l'école, donc je disais secrétaire de mairie par exemple, ben moi je veux aussi donner de l'argent à un couple, un binôme, qui travaillerait la terre pour nourrir, entre guillemets, le village. C'est-à-dire abonder de fruits, de légumes, d'œufs, de lapins, de poulet, de tout ce que tu veux manger, entre guillemets, essayer de faire. On va pas faire de pécule, hein, ni de Nutella, ça c'est clair, ça va être un peu compliqué. Mais je me dis, il faut localiser tout ça. Et en proximité par le local, et puis aussi en qualité, en faisant du bio. Non ? Donc je pense que c'est super important ce que tu dis, parce que nous, certaines personnes nous voient un peu comme des bobos écolos, tu vois. Et ça va pas. C'est pas ce que je veux renvoyer comme image vis-à-vis de ces gens-là, donc je leur explique. D'autres qui ne comprennent pas pourquoi on fait ça, on leur explique. Et aussi, c'est pour ça qu'on vous explique un peu notre vie. Mais, clairement, je me dis qu'à Paris, tous les mètres carrés ont été construits. Où est-ce qu'on fait du maraîchage à Paris? Le côté, on va le faire sur les toits. Bah ouais, ça va être compliqué. Il n'y a pas assez de surface. Ceux qui pensent ça, il faut venir bosser chez nous une semaine. Et quand vous pourrez plus vous relever tellement vous avez eu mal au dos, aux épaules, aux genoux, vous allez vous dire, mais non, mais il faut des tracteurs. Donc on ne va pas mettre des tracteurs sur les toits de Paris. Ça, c'est un peu comme nous, quoi. On fait ce qu'on peut au maximum, et puis on a une carte bleue. La carte bleue, c'est la grosse rustine de quand on ne peut pas produire chez nous. Parce que quand on produit, il faut conserver. Donc nous, on n'a pas bouclé la boucle de tout, surtout. On n'est pas extrémiste dans notre façon de faire, mais j'aimerais bien y tendre. Et moi, la sécurité alimentaire, ça me travaille beaucoup. Les fameux 3 jours à Paris, nous ça va, on a plus de jours. Mais malgré tout, sur le mois, il y a 30 jours. Moi, je veux tenir 30 jours. Je veux que tous les gens de mon village, ils se disent, voilà, le maire, en fait, il a géré. Il y a le Covid-20 qui arrive, nous, on s'en fout, quoi. S'il faut chauffer parce qu'il y a des centrales nucléaires qui sont obligées de s'arrêter, ben, il a prévu, le maire. Il a fait replanter des forêts, ça tourne comme il faut. Ça, c'est un modèle qui va pour les petits. C'est un modèle qui va que pour les petites communes. Bah, c'est valable surtout quand on n'est pas sur des métropoles. Parce qu'à Paris, on ne va pas planter une forêt Il faut quand même que pour chauffer tout le monde. Il y a trop de gens en fait. Il faut que la campagne elle puisse quand même nourrir Paris. Bah, oui, il n'y a pas le choix. Enfin, Paris, Ça, il n'y a pas le choix parce que les choses se sont construites comme elles se sont construites et il faut faire avec. Moi, j'aimerais bien repartir à zéro sur certaines choses, mais tout déconstruire, ça me semble compliqué. Je vois toutes les questions là, tout ce que vous voulez dire. Je propose, si vous avez toujours des questions après ça, on les prendra, mais je propose que Guillaume propose ses alternatives plus à l'échelle du territoire. Je ne sais pas ce que tu dis, ou peut-être si tu veux réagir directement. Est-ce qu'il y a des questions avant ça ou pas quand même? Ou si vous êtes d'accord pour qu'on passe directement à ça et que vous enchaînez? Il y a quand même des questions. En génétique, si on va réagir sur le territoire, juste une curiosité ou une piste. Le fait que si on veut tendre à ce modèle-là, le modèle d'avoir ses propres terres pour produire, etc., d'un point de vue du territoire, est-ce que c'est
inimaginable Ouais. que la population française actuelle aujourd'hui ait sa terre personnelle pour produire sa consommation. Savoir si dans ce modèle-là, vous il faut pas 30 pourriez mètres carrés, apporter la dimension sociale de savoir est-ce qu'on serait vraiment capable d'accepter de travailler pour que quelqu'un d'autre puisse faire un autre métier qui lui ne permet pas de travailler la terre en même temps. C'est Si ça. le modèle fonctionne. C'est ça le truc. C'est qu'en fait, la ville nous a construit, comment dire, dans une perspective de la spécialisation. Et ça c'est un produit de l'économie, hein, soyons clairs. Et les formations sont les premiers arrachements de nos propres conditions terriennes, hein, soyons clairs. On est obligé de passer à un moment donné, alors de plus en plus court, les statistiques sont claires, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'étudiants nouvellement formés qui n'embrassent pas la carrière ou qui reviennent très rapidement dans leur contrée d'origine. Voilà. Ce n'était pas le cas il y a 10 ou 15 ans. Mais l'idée de la spécialisation est typiquement celle d'un capitalisme urbain. Alors qu'on parle d'écologie plurifonctionnelle, on parle d'agroforesterie ou de mélange écosystémique et de symbiose, je pense qu'une des cultures du vivant qui nous a été retirée, c'est la multifonctionnalité. Donc il nous faut revoir cette chose-là. Et donc du coup aussi, reposer la question de, oui, entraide et solidarité, produire pour d'autres, c'est une belle valeur, mais je crois sincèrement qu'on est allé peut-être trop loin dans cette perspective-là, en se rendant dépendant de chaînes qui aujourd'hui ne sont plus assurées pour être pérennes et durables. Voilà. Donc l'idée de la spécialisation, à mon avis, doit être posée. À la question, combien il nous faudrait? Toutes les données sont claires, y compris du côté de l'Agence de la transition écologique, donc de données assez officielles. Alors, selon des modes de vie que je vous expose très rapidement et qui ne sont pas exhaustives, c'est-à-dire une alimentation un peu moins carnée, prendre la voiture pour 2000 à 2500 km maximum par an, cesser de prendre l'avion, 1 kg de vêtements et plutôt du recyclage que de l'achat de neuf, etc., etc., etc. C'est le seul mode de vie qui nous fait franchir la neutralité carbone à 2050 et qui permet de ne pas enjamber les 2 dernières limites planétaires. Voilà les modes de vie et les formes de vie que nous devrions adopter. Si on adopte ces modes de vie, c'est 4000 m² par habitant qu'il nous faut. Voilà. 4000 m², il nous faudrait cette chose-là pour faire autonomie alimentaire, autonomie en termes de matériaux, autonomie en termes de bois, etc. Alors bien évidemment, c'est une moyenne de moyenne de moyenne. Ne me faites pas de procès de me dire que partout en France, vous avez sur les 4000 m², 2000 m² de bois, vous avez un potager de 600 m², etc., etc. Parce que ce n'est pas le cas. C'est là où il va nous falloir rebâtir des communautés. Je pense que les communautés villageoises ont un peu plus d'expérience que les mégapoles qui nous ont donné en héritage. Et 4000 m², quand vous multipliez par la population française, ça fait exactement au pourcentage près l'artificialisation aujourd'hui de la France. C'est-à-dire 9,5 d'urbanisation, manteau bâti, infrastructure, zone commerciale, auquel il faut rajouter le produit indirect de l'urbanisation généralisée, toute l'agriculture conventionnelle. L'agriculture conventionnelle a été créée pour nous déposséder depuis les villes et nous nourrir alors même que nous ne fabriquons pas, que nous ne produisons pas les aliments que nous mangeons au quotidien. Quand vous cumulez les 9,5% de l'artificialisation par l'urbanisation, plus les 46% de la surface agricole utile qui est aujourd'hui celle de l'agriculture conventionnelle, vous arrivez globalement dans ces 36%, vous arrivez à peu près à 50% de la surface hexagonale qui est dite artificialisée. Si vous donnez 4000 m² par habitant à chaque Français, on arrive à 48% de la surface hexagonale qui est dite occupée. Mais ça ne veut pas dire chacun dans son pré-carré, avec ses barbelés et ses jumelles pour surveiller. Il y a de la communauté à recréer, mais c'est forcément en plus petite taille. Du coup, je peux renvoyer sur la taille. La seule taille, alors là, l'archéologie tropicale est claire, l'anthropologie culturelle est claire, et même quelques politistes qui commencent à se poser la question, les politistes sont les plus lents à se mettre en mouvement, je vous dis franchement. Grosso modo, de manière interdisciplinaire, on arrive aujourd'hui pour la France, avec nos écosystèmes et nos systèmes de ressources, à 30 000 habitants, c'est le seuil qu'on ne devrait pas franchir. Voilà. Des villes de 30 000 habitants avec un peu aéré sans être étalé, avec une ceinture maraîchère, c'est pour ça qu'en plus c'est assez troublant. Toutes les recettes métropolitaines n'ont aucune efficacité dans la métropole, mais devraient être appliquées dans des petites villes. De revégétalisation, de renaturation, de ceinture maraîchère, etc., etc. Juste une parenthèse, on parlait tout à l'heure des toitures végétalisées. Les calculs ont été faits. L'INRAE a produit ces données. Les 80 hectares de toitures végétalisées dans l'agglomération parisienne, parce que c'est ça en cumulé, pourraient nourrir 7% de la population uniquement en légumes et en fruits. Voilà ce qu'on nous fait miroiter en termes de toiture végétalisée pour l'autonomie alimentaire. Pendant ce temps-là, on est en train de couvrir les campagnes de panneaux photovoltaïques pour continuer à produire du SUV de 2,3 tonnes qui roule à l'électrique. Je peux faire la parenthèse. On est toujours en train de faire des campagnes des territoires servants, toujours en train de faire des hectares fantômes de nos propres concentrations urbaines. Du coup, 30 000 habitants, c'est le seuil limite. Mais soyons clairs,
Il ne s'agirait pas de reproduire en plus petit, parce que je l'ai dit qu'il y avait des villes qui se métropolisaient, y compris de petite taille. Donc c'est forcément 30 000, non pas disséminés, mais repolarisés à l'échelle de petites villes de proximité, de bourgs-centres et de villages. Et c'est là où je terminerai, parce que sinon on partirait pour des heures et je gonfle tout le monde. Moi, le premier, je vous le dis franchement, c'est qu'arrivé à un moment donné, c'est la communauté villageoise qui doit reprendre le dessin de l'humanité. Ce que disait Charbonneau, hein, la liberté est née dans les villes, avec le plateau chirurgical, avec la commande qu'on peut avoir, Uber Eats ou des choses comme ça. La liberté, dorénavant, si on veut la reconquérir, c'est depuis les ruralités, c'est depuis les campagnes. Voilà. Écologiquement, il n'y a pas d'autre solution. Toutes les données sont claires. Au ministère, ils les ont. Le problème, c'est que le capital, on ne joue pas avec cette chose-là. C'est la ville qui l'a incarné. Le rendement, la rentabilité, la rente foncière et immobilière, elle se fait dans la ville. La rente immobilière de l'Île-de-France, c'est 30 milliards d'euros annuellement. Une rente immobilière, c'est juste, non pas ce qu'on investit, ce que simplement le rendement naturel d'un bien immobilier qui n'est pas mis en vente, il n'y a pas de transaction, ce qu'il gagne simplement par la spéculation. 30 milliards d'euros, c'est la rente immobilière de toute l'Île-de-France. Croyez-moi bien que dans la Creuse, ils ne sont pas à 30 milliards d'euros de rente immobilière. Donc, on a hérité, en fait, d'une supériorité. L'habité urbain, la ville, est la supériorité de l'humanité sur toute autre entité du vivant. À vous de voir si vous voulez continuer à travailler et vivre pour ces choses-là. Voilà. Moi, pour moi, c'est la seule question. Après, je ne veux pas juger, je suis moi-même totalement paradoxal. Je viens de la Bretagne pour vous parler. Vous voyez un peu le niveau de délire? Il y a un moment donné, on est tous pris dans ces nœuds-là, voilà, il faut les trancher, et je crois sincèrement que plus que la spécialisation et que les études, même si l'architecture, à mon avis, vous dote quand même de savoir-faire et de culture qui sont plus que nécessaires pour les temps qui s'annoncent, je n'en dirais pas la même chose du côté de l'informatique ou d'autres métiers, voilà. Il n'en demeure pas moins que peut-être on est allé trop loin dans la spécialisation et dans la formation, on a trop intellectualisé le monde au détriment de la main. Et c'est la main qui, à un moment donné, peut permettre de satisfaire des besoins premiers, plutôt que l'artifice qui nous est vendu à longueur de journée dans les espaces métropolitains. Et là, je pense que j'ai perdu tout le monde, parce que je parle à un débit pas possible. Du coup, 30 000 habitants, c'était ça la question. Et c'est vraisemblablement ce que l'archéologie tropicale et l'anthropologie culturelle croisent, que vous ayez les utopies urbaines du 19e siècle, les villes en transition aujourd'hui, qui sont à 90% de moins de 10 000 habitants, ou que vous preniez ce qui, au haut Moyen-Âge, pouvait encore fonctionner dans un univers politique qui était très féodal. Hein. Je ne suis pas en train de dire qu'il nous faudrait revenir à des féodalités, avec des baronnies, mais néanmoins, juste métaboliquement, quelle est la taille sur l'arc ouest européen, tempéré et précontinental, c'est 30 000 habitants qui ressortent de tout l'histoire. Merci. Hein? C'est la taille moyenne? Non, c'est la taille maximale. Il y a pas mal de questions, pas ici, là, comme ce qu'on voit. Des questions. Je vais juste demander à Pauline de prendre la relève. Moi, je fais trop aller aux toilettes. Je suis désolé. Donc, tu peux prendre les questions. Je Du coup, les questions. Il y en avait une là-haut et une ici. Je ne sais pas si tu veux commencer, je crois que tu étais un peu avant. Vas-y. J'avais une question par rapport au fait de devenir maire et de vouloir créer tout un village où des gens coopérer ensemble. En fait, j'avais plutôt une question. Comment faire pour convaincre un peu tous les agriculteurs et tous ceux à qui appartiennent les terres que leur dépendance à la politique agricole commune, elle doit évoluer vers plutôt faire ensemble, quoi. Comment changer cette vision des choses, que eux ils sont habitués dans un système où t'as raison, c'est super compliqué. Et juste, on a discuté avec Olivier Ranck, qui est l'agriculteur à Villarceau en bio, et lui qui fait pour moi quelque chose que, en fait, on devrait tous faire, les agriculteurs, mais j'en suis pas un. Le problème, c'est qu'il a perdu, je ne sais plus combien de pourcentage de subventions sur son exploitation, et en fait, je ne sais pas comment vous dire, mais le fait que le mec en conventionnel, il touche pas mal de subventions liées à la PAC, ça le subventionne. Pas le mettre en bio. Ça va pas. C'est pas possible. Moi, je me dis qu'en tant que maire, j'ai envie de faire les choses localement et de qualité, c'est-à-dire bio. Si je fais pas bio, ça n'a pas de sens en fait. Je le ferai pas. Chez nous, je dirais qu'on n'a pas le label bio, mais parce qu'on fait mieux que bio. C'est-à-dire que si tu regardes ce qu'on a le droit de faire en bio, bah nous on le fait pas. On fait
On met juste du produit contre les limaces, parce que sinon elle défonce tout. Et c'est le seul truc, on met du filet, on évite aux bestioles de venir nous manger, ou sinon des fois on se dit bah on n'aura pas de navets. On s'est fait tout déglinguer, on n'arrive pas à gérer, il y a une pression qui est trop importante, on va pas. Et est-ce que biocohérence, ça n'apporte pas une réponse par rapport à ça? Le label biocohérence. Non, alors nous les labels, non, L'idée de biocohérence. je sais pas ce que c'est, et en fait il faut aussi s'en écarter un peu. On s'appelle la ferme du mouton noir pour avoir l'idée en fait de s'extraire de ça, et de toi mouton noir, qu'est-ce que tu fais? C'est un peu ça l'idée. Moi je voulais juste rebondir un petit peu sur ta question. En tant que maire, tu as le pouvoir de préempter des terres et d'en faire un peu ce que tu veux, entre guillemets. Enfin, tu vois. Et si tu veux mettre en place des projets en agriculture, en maraîchage, tu peux le faire, parce que tu as des outils pour ça. Toi, en tant que lambda, nous, en tant que lambda, on ne peut pas le faire. On appelle aussi, alors, on aurait de l'argent, on pourrait le faire. Tout s'achète aujourd'hui. Donc, c'est un peu le système qui veut ça, on peut en profiter parfois. C'est malheureux, mais en fait, on pourrait le faire. Mais en tant que maire, voilà, tu as des outils pour permettre des projets. Avoir un agent communal, au lieu qui ramasse des papiers par terre, il peut aller semer des carottes. Donc il y a des moyens de le faire. C'est compliqué, ça prend du temps, parce que forcément tu vas passer pour un fou, mais c'est possible. Et comme Claire elle est nuancée, ce sera forcément la méthode douce, la discussion pour commencer. On est bien d'accord. Franchement, vaut mieux qu'on soit tous alliés. C'est le but de la communauté, de faire les choses ensemble pour faire du qualitatif, pour dynamiser le territoire, pour être autonome. L'idée, c'est de ne pas mettre d'autorité. Il y a une autorité, c'est comme... là, on a dit qu'on se tutoyait tous, mais on s'est beaucoup vous voyez. Déjà, il faut comprendre la règle que c'est pas parce qu'on est le maire qu'on arrive et puis on a la baguette magique et puis c'est moi qui décide tout. Non, en fait, moi, je ne veux pas faire une dictature. Et donc, c'est pour ça que je disais tout à l'heure que je me laisse 3 ans pour convaincre. Ça fait 5 ans qu'on a la ferme. On a attaqué la 7e saison potager d'Incourt. On a fait venir le Parisien, on a fait venir la Gazette, des députés, des maires, des voisins, la famille, plein de monde. Et on essaie de rendre crédible notre idée par notre action pour pouvoir y prétendre dans 3 ans. Peut-être que je serais mauvais, alors peut-être que j'ai besoin d'un directeur de campagne, comme on voit à la télé, parce que, ouais, ça je sais pas faire, mais je pense que ma finalité elle est bonne, c'est juste qu'il faut après réussir à s'entourer par des gens qui vont me permettre d'accéder. Encore une fois, le but, c'est pas d'écraser les autres. Moi, je veux pas, si le maire qui est en place veut se représenter, je suis pas contre lui. Moi, je veux proposer autre chose. C'est tout. Ouais. Juste sur l'agriculture, il y a Terre de Liens qui œuvrent pour du coup mettre en place des maraîchers, des agriculteurs en bio. Voilà, il y a des choses comme ça quand même qui naissent. Ça fonctionne un peu, pas du tout en région parisienne, mais c'est vrai que c'est long et que le travail il va être compliqué parce que le système agricole aujourd'hui, comme on le disait tout à l'heure, il est capitaliste et du coup ça nous bloque aussi tout le système. Nous, on a un voisin, par exemple, qui ne vend pas tout de suite son blé parce qu'il attend que les prix grimpent. On parle de bouffe, hein. On ne parle pas de bitcoin, hein. On parle de bouffe. Il reste 5 minutes, donc on va prendre juste une ou deux dernières questions. Moi j'aurais juste une question, j'en profite parce que j'ai qu'est-ce que vous conseillez, l'architecte là-dedans, comment il s'empare de tout ça? Est-ce que vous avez des messages à faire passer ou je sais pas, quelque chose? Moi j'enseigne, je vous dis, majoritairement, ou en tout cas à 50%, aux urbains et aux aménageurs et aux ingénieurs. Sincèrement, je pense que vous êtes les mieux dotés pour éventuellement vous poser quelques questions. En tout cas, la question de la production, de la création et de la main me semble aujourd'hui, je pèse le terme, mais quasi civilisationnellement reposée. Voilà. Et de là où je suis, entre urbain, aménageur, ingénieur et archi, vous êtes certainement les mieux dotés. La matière, la construction, les techniques constructives, enfin toutes choses que théoriquement vous connaissez. Voilà. Avec un nouveau BTP plutôt, du bois, terre, paille, pierre, du béton armé, de l'acier trempé. Voilà. Il me semble que, voilà. Après c'est peut-être le fait de soi-même venir dans une école d'archi, très urbaine et métropolitaine, donc je ne voudrais pas réduire la formation et les études simplement au temps pédagogique. On est aussi embarqué dans des collectifs, dans des formes de socialisation.
Et c'est peut-être là aussi où l'environnement dans lequel on évolue n'est pas le mieux adapté. Voilà, j'interviens beaucoup dans les écoles d'archi, à Lyon, à Grenoble, à Rennes, à Paris, ailleurs, machin. Je vois quand même que chacune des écoles a sa propre spécialisation. Tout le monde n'est pas aligné sur cette question-là. Voilà. Donc, à vous de voir si de l'intérieur, il y a des choses à faire évoluer. Mais je pense que vous avez plus de marge de manœuvre du fait même de votre entrée en matière, voilà, que du côté de l'urbanisme, de l'aménagement et des mondes ingénieurs qui sont pétris sur le modèle, la réplicabilité ou la générosité d'un modèle, etc. Juste pour rebondir aussi, c'est vous qui serez charnière aussi, parce que c'est vous qui allez proposer les systèmes aux élus. C'est vous qui allez aussi répondre à des appels d'offres. Vous aurez peut-être la version 1 tout béton, la version 2 où là, effectivement, on travaille sur autre chose. Donc vous avez quand même le choix. Voilà, je trouve que vous êtes un métier charnière dans l'adaptation à l'écologie, au changement climatique, etc. Vous avez les moyens de faire. Il faut être créatif. Pourquoi pas vraiment? Parce qu'on dépend, je comprends que d'un côté, on dépend du financement. Ben oui, la commande. Oui, vous dépendez de la commande, sauf que moi, au bureau, je reçois des marchés publics, des commandes d'architectes, etc. J'ai toujours le projet qui répond, j'ai le projet qui répond à ma demande, et j'ai le projet annexe. Et c'est ce projet annexe, en fait, qu'il faut que nous, en tant qu'ingénieurs, on propose aux élus. Si vous, architecte, vous ne proposez pas, moi, je ne peux pas le savoir. Et en fait, c'est sur ce biais-là que vous allez être fort de proposition, en fait. C'est vous aussi qui avez les billes pour proposer. Parce que les maires et les élus n'ont pas une compétence en archicommuniste. Juste rajouter une chose, mais il me semble que c'est depuis les écoles d'architecture que la question des tours de France, à un moment donné, s'est posée particulièrement. Et aujourd'hui, vous avez énormément de petits maires qui, dans les ruralités, ne rêvent que d'une seule chose, c'est de vous voir débarquer. Ils vous offrent gîte couvert, forcément pas bien rémunéré, voire pas du tout rémunéré, mais pendant une année résidence, et vous les aidez à ne pas se soumettre à l'opération Cœur de Ville ou à Petite Ville de demain. Voilà. Et alors là, le nombre de maires qui sont dans l'attente de ça, regardez le réseau Brudet, par exemple, en Loire-Atlantique et Sud-Bretagne, 150 collectivités territoriales qui sont spécialisées dans la transition écologique. Ils ont accueilli en résidence des groupes entiers d'étudiants qui, pendant 1 an, 6 mois, 1 an et demi, sont venus leur apporter leur virtuosité, même sans en avoir l'expérience parce qu'ils débutaient. Voilà. Mais les élus étaient prêts à prendre ce risque-là. Je crois que vous devez faire la différence entre le grand élu métropolitain et le petit élu qui, globalement, a un autre métier, c'est-à-dire que ce n'est pas sa profession, ça n'est pas un entrepreneur de sa propre carrière, il n'est pas dans une écurie partidaire, et qui, lui, se fade au quotidien et que vous croisez tous les dimanches ou tous les vendredis après-midi au marché et avec qui vous pouvez discuter. Il y a une forme de socialisation politique dans les ruralités qui fait que vous pourriez, à mon avis, trouver beaucoup plus de débouchés qu'attendre ici les crédits de 100 000 balles de la métropole. Moi, j'ai juste la question qui tue, je pense. C'est la temporalité et la spatialité de tout ça. Parce qu'en fait, c'est bien beau, mais... excusez-moi de dire c'est bien beau, hein, ça m'intéresse vraiment. Mais en fait, les villes, elles existent. Les murs sont montés. Les routes sont bitumées. La connexion à la Terre n'existe plus. Ok, on a tous ces champs, etc. Où est-ce qu'on met les petites villes de 30 000 habitants? Est-ce qu'il faut reconstruire des choses? Combien de temps ça prend? Non, parce que, non, je dois dire non, mais je dois dire on va utiliser des nouveaux matériaux, etc. Moi, je crois un petit peu à un système en ce moment qui serait plutôt de arrêter de construire, même si c'est en paille. J'en ai rien à faire que ce soit en paille. On a des trucs en béton qui tiennent pour le moment, on va les faire tenir le plus longtemps possible. Et le problème, c'est que ça existe dans nos métropoles. C'est comme ça. Et du coup, alors, dernière chose par rapport à la temporalité, c'est que c'est vrai qu'on parle pas beaucoup de... Enfin, si, on en parle, c'est un peu, d'ailleurs, je pense, le guide de tout ce qui fait qu'on est en train de parler là maintenant, c'est cette question écologique, et que c'est que ces 2 dernières années, il a fait plus de 40 degrés en France, et plus de 50 degrés dans d'autres pays du monde, et ça va continuer à augmenter, et ça, c'est à l'environ, pas 30 ans, pas 40 ans, pas 50 ans, mais l'année prochaine et dans 5 ans. Juste un et truc. on ne construit pas... enfin, voilà, comment on fait.
Juste un truc, on doit partir dans 3 minutes. Donc, il faut être concis. Ok. Alors, le différentiel thermique entre un espace de plus de 100 000 habitants et une ville, si tant est que le terme de ville soit adapté de moins de 10 000 habitants, c'est de l'ordre de 8 à 12 degrés. Voilà. Le différentiel thermique, lorsqu'il fait 50 degrés annoncé en 2050 à Paris, 52 à Lyon, 53 à Montpellier, il fera entre 35 et 40 à 30 km d'ici. Voilà. À vous de voir si vous voulez être dans les fournaises ou si vous voulez être un peu reculé. Voilà pour les données écologiques, mais on pourrait les multiplier. Alors maintenant tu prêches à convertir, tu vas aller pour se tutoyer, donc je vais me permettre de te tutoyer. Il y a 3,2 millions de logements vacants en France. Il y a 3,5 millions de résidences secondaires. Il y a 6 millions de logements sous-occupés. Il y a 1,6 million de meublés touristiques qui dorment 11 mois dans l'année. Et on nous vend à longueur de journée qu'on a une pénurie de logements. Il y a une pénurie de logements à Paris, parce qu'on veut tous nous y concentrer. Eh bien, viens en Bretagne, on va t'en trouver, là. Donc, on n'a pas une crise de pénurie, on a un problème de répartition. Mais parce que le capital fait son office, le politique suit à plein tube et veut nous concentrer dans les espaces métropolitains où on assure le rendement du Deus ex machina. Voilà pour ne pas construire en terre-paille et encore moins en béton armé, et en réutilisant, en recyclant l'existant. Et ça vaut pour les forêts, le nombre d'hectares, 17 millions d'hectares, ça vaut pour la ressource en pierre, ça vaut pour toute la matière. On a toutes les ressources pour relocaliser. Le seul truc, c'est que ce n'est pas à l'ordre programmatique de nos partis politiques. Moi, j'ai choisi le Ah ouais, non, juste, j'ai bien aimé ton introduction. En fait, moi, je me suis dit, je vais venir ici voir des architectes, je ne peux pas les défoncer. Je ne peux pas leur dire, bah, en fait, c'est bien beau de faire votre métier, là, mais en fait, il va falloir arrêter de construire. Donc ça, je m'étais dit de ne pas le dire. Donc comme tu as introduit comme ça, je vais le dire. Je vais dire, bah, en fait, il faut arrêter de construire. Donc je peux comprendre, et je peux comprendre sur les villes de pas plus de 30 000 habitants, mais clairement, en fait, il y a le feu dans la baraque, quoi. Il y a le feu. Construire autrement, intelligemment, sur des friches et améliorer l'eau énergétique, quoi. Juste rajouter un mot, 80% des logements vacants sont dans les villes de moins de 10 000 habitants. Vous voulez aller dans les petites villes, il y a des logements vacants. Mais à Tire-Larigot. Mais l'opération Cœur de Ville va vous restaurer et patrimonialiser tout ça, ne vous inquiétez pas. Mais il y a du logement vacant de partout. Voilà, cette première table ronde touche à sa fin. J'espère que ça vous a pas mal gigoté, c'était un peu le but. Nous, on vous propose de se retrouver au bar, à côté, aux Trois Arbres, pour discuter de tout ça. Normalement, on a une dizaine de places de réservées. Sinon, on se retrouve la semaine prochaine pour discuter de la rénovation urbaine et de toutes ses conséquences écologiques et sociales. Même heure, même lieu. C'est à 17h30. Non, c'est à 17h30, pardon. Avec une projection. Et il y aura aussi les cinéastes qui seront là. Et après, on va débattre avec. Ça sera que les tables rondes. Jusqu'à la fin jusqu'avant les vacances. Et sinon, nous, on se pose avec quelques amis, on se pose pas mal la question de l'architecte, réellement, comment il se positionne sur ça. Là, on a eu pas mal de clés, et donc, avec certains camarades, on se propose de discuter de ça demain soir à la cafette, 19h. S'il y en a qui sont motivés, n'hésitez pas à aller voir soit Oscar, qui va lever la main là, soit moi. Voilà. Parce que c'est vraiment, il faut qu'on se saisisse de ça. C'est le but de cette discussion-là. Il faut vraiment qu'on s'en saisisse. C'est pas juste qu'on décrypte tout ça. Est-ce que j'ai rien oublié? C'est bon? Merci aux intervenants d'être venus. Oui, alors, merci d'être venus. Si vous vouliez aussi poursuivre des discussions, vous pouvez venir chez nous, à la ferme, sur un week-end, planter votre tente, comme a fait Tristan. Ça permet de vous déconnecter un petit peu, et puis de voir autre chose réellement. Peut-être que ce sera une expérience qui va vous illuminer. Les gratos. On fera des gratos. Juste un truc, Guillaume là il part dans un quart d'heure, donc si vous avez des questions, bah, c'est maintenant. Voilà.